Donc si vous avez bien regardé le thème de ce débat, c'est pour une sécurité sociale alimentaire, réparer la santé par l'assiette. Tout un programme. On s'est bien aperçu ces dernières années, en particulier pendant le Covid, comment la santé, en fait, le système de santé était un peu notre bien commun. Et comment on assistait tout de même ces dernières années à un véritable effondrement du système de santé dans tout un tas de domaines qui n'est pas sans poser tout un tas de problèmes. Je dis ça également parce que je siège au conseil régional à la commission santé et on voit bien tant les problématiques de déserts médicaux que les problématiques d'effondrement de pans entiers du système de santé comme la santé mentale notamment. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, aujourd'hui, vous n'avez pas de solution publique pour une prise en charge d'un mineur qui fait une tentative de suicide parce qu'il n'y a plus de place et il y a une vraie crise des vocations. Et il y a tout un tas de secteurs comme ça qui sont vraiment gravement en danger. Donc, autant le système de santé français est notre bien commun, autant aujourd'hui, il est quand même dans une phase de grave danger. Et on a besoin d'idées neuves comme cette histoire de sécurité sociale alimentaire pour redonner du sens un peu à tout ça. Et voilà, c'est de ça qu'on va essayer de débattre avec nos trois superbes invités de la soirée. Je commence par Alice Desbioles, donc, qui est médecin épidémiologiste, auteur de Réparer la santé, petit livre que je vous conseille parce qu'il est facile à lire et même quand on n'est pas du tout médecin de formation comme moi, on comprend tout. Benjamin Saiz, qui, si je ne m'abuse, est journaliste spécialisé sur les questions sociales au Secours catholique notamment, et qui est l'auteur de, j'ai oublié le nom de ton dernier livre, c'est... Voilà, c'est ça. Comment bien manger devient un luxe, comment en finir avec la précarité alimentaire. Et Anne Souiris, qui est conseillère de Paris et surtout sénatrice, les écologistes, en charge des questions de santé, qui a été journaliste auparavant et qui travaille depuis des années, même des décennies, sur les questions de santé et qui connaît aussi assez bien son sujet. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole pour commencer à Alice, qui va peut-être nous faire une sorte de constat global un peu sur où en est notre système de santé aujourd'hui en France. Merci Alice. Merci, vous m'entendez bien ? J'ai l'impression que le micro fonctionne. Donc je précise que je n'ai pas de conflit ou de lien d'intérêt à déclarer, comme je le fais systématiquement avant mes prises de parole publiques. Donc là, on va parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc ce que j'aimerais vous peut-être dire aujourd'hui pendant les quelques minutes de temps de parole qui me sont allouées, c'est finalement pourquoi cette question de l'alimentation va se trouver reliée à la question de la sécurité sociale et donc de la santé. Donc pourquoi est-ce que finalement l'alimentation est un déterminant majeur de la santé individuelle et aussi de la santé publique, et ce dans différentes dimensions. Je vais essayer de vous dresser comme ça un panorama assez synthétique qui justifie finalement qu'on accole ces deux thématiques, sécurité sociale et alimentation. Alors déjà, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que l'alimentation, c'est à la fois un allié pour la santé publique, mais aussi une menace. Je ne vous apprends rien, et ce, tout au long de la chaîne, de la production de l'alimentation à son emballage, notamment je pense aux produits ultra transformés, on y viendra, à leur distribution, à la communication, au marketing qui est fait autour de l'alimentation et de certains produits alimentaires, ensuite de la consommation, et derrière des effets sur la santé, qu'ils soient donc positifs ou négatifs selon on va dire, le type de produit et le type d'alimentation que les individus vont observer. Les menaces sont nombreuses. Alors par exemple sur la santé individuelle, on sait très bien que certains aliments sont pourvoyeurs de maladies, je ne vous apprends rien. Alors je ne parlerai pas de l'alcool, qui est vraiment un sujet de santé publique à part. Je vais me concentrer vraiment sur l'alimentation, on va dire les produits alimentaires. On sait voilà, que certains types de consommation d'aliments sont cancérogènes. On sait que la consommation de viande rouge, c'est un facteur de risque de cancer du côlon. On sait que la consommation donc, de viande rouge, de produits gras, sucrés, c'est scientifiquement avéré qu'il y a un lien avec le diabète de type 2, avec les maladies cardiovasculaires, avec certains cancers. On a 13 localisations cancéreuses qui sont reliées à donc, une alimentation déséquilibrée. Et on sait aussi que 5,4% des cancers pourraient être... ne pourrait en fait ne pas survenir du fait si on avait une alimentation équilibrée ou si on n'était pas en surpoids ou obèse. Donc on a vraiment un impact très fort sur la santé d'un certain type de consommation. On sait aussi que la production alimentaire a des impacts finalement sur la santé publique. Je pense à l'usage majeur et massif des produits phytosanitaires. On sait que les produits phytosanitaires
ont un impact sur la santé publique. On a quasiment l'ensemble de la population qui est imprégnée de métaux lourds et de certains types de pesticides. Ça, ce sont des études de biosurveillance de Santé publique France qui retrouvent une imprégnation massive de la population française à certains pesticides, dont certains sont des perturbateurs endocriniens, donc qui vont venir déstabiliser finalement le système hormonal et se retrouver liés à de nombreuses perturbations de la santé, puberté précoce, troubles de la fertilité, diabète de type 2, troubles de l'alimentation. On sait par exemple que le sentiment de satiété, qui est médié par des hormones comme la gréline, peut être perturbé du fait des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans des produits ultra transformés, dans certains types de contenants alimentaires et d'emballage plastique notamment, qui donc vont venir contaminer les aliments et derrière imprégner notre corps. Donc on a vraiment des études de biosurveillance qui retrouvent une imprégnation dès l'enfance de quasiment 100% de la population française. Sachant que globalement, on a 100% de la population française qui mange un petit peu ou beaucoup, mais qui consomme des produits ultra transformés. Donc les produits préparés, les plats tout préparés, les plats emballés et suremballés. Là où aux États-Unis, là où avant, je me suis embrouillée, aux États-Unis c'est 88% qui en consomment et nous en France c'est 28%, mais tout le monde en mange un petit peu, on va dire. En ce qui concerne, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça va me revenir. Ah oui, donc j'étais sur la production donc d'alimentation, donc avec l'usage de phyto, qui donc a un impact sur la santé. Mais on sait aussi que en ce qui concerne la production de viande et l'élevage intensif, c'est aussi un facteur de risque majeur, là pour le coup, de pandémie, puisqu'on sait, on en a beaucoup parlé avec donc le Covid, le SARS-CoV-2. On ne peut pas exclure que des zoonoses comme le SARS-CoV-2, donc des maladies qui se transmettent des animaux à l'homme, proviennent aussi de notre manière de produire la viande et donc de l'élevage intensif. Et donc c'est ce qui s'est passé notamment pour certaines pathologies. On sait que dans les fermes, on va dire, familiales, traditionnelles, on a beaucoup moins de risques d'émergence de zoonoses et que avec l'élevage intensif qu'on observe, on a une explosion des zoonoses qui sont donc des bombes à retardement pandémiques, puisque les animaux d'élevage intensif sont des clones en fait au niveau génétique, avec très peu de variabilité génétique. Ce sont des individus qui sont tous similaires, qui vont être confinés et donc qui vont être très sensibles à un agent infectieux qui va finalement arriver dans l'élevage et qui va décimer l'élevage et potentiellement contaminer les hommes. Donc vraiment les élevages intensifs sont pourvoyeurs de pandémies, beaucoup plus que les élevages traditionnels. Donc là aussi, on a une question finalement de sécurité sanitaire à l'échelle même de la planète sur le risque de zoonose et de pandémie. Donc notre manière même de produire l'alimentation est vectrice de risques pour la santé publique. Donc ça, je pense que c'est aussi des questions finalement à avoir en tête lorsque l'on réfléchit à notre manière de consommer notre alimentation. Un autre sujet aussi qui pour moi est très important, c'est finalement ce qui va médier et finalement d'une certaine manière dessiner un petit peu nos choix et quel est notre choix véritable dès lors qu'on a un marketing alimentaire par exemple qui va être très fort. Donc ça aussi c'est bien documenté scientifiquement, l'impact du marketing alimentaire sur nos choix de consommation et notamment sur l'attachement à des marques, notamment dès l'enfance, et donc d'ailleurs sur les choix de consommation et les habitudes qui sont prises. On a des recommandations de l'OMS qui aimerait que le marketing alimentaire soit interdit, le marketing alimentaire à l'attention des enfants soit interdit et qu'il soit limité pour la population adulte, puisque ça voilà c'est donc c'est pareil pour le marketing alcoolier, mais bon voilà comme c'est pas forcément le sujet du jour. Mais donc toute la consommation de soda, de produits ultra transformés où il y a un marketing qui est très fort, des marques qui vont essayer de créer une adhésion en se greffant à des événements sportifs. Je pense notamment à Coca-Cola qui va avoir, pour essayer d'avoir une image un petit peu saine, qui va souvent se greffer à des événements sportifs. Donc tout ça, c'est du marketing alimentaire qui finalement crée une vision fausse de certains produits qui vont être associés parfois à quelque chose de sain comme le sport et l'activité physique et qui donc vont orienter les comportements. C'est pareil dans les supermarchés, selon le positionnement des produits sur les stands, on n'a pas le même niveau de consommation. Donc il y a tout en fait, c'est ce qu'on appelle un peu le nudge aussi, c'est la manière dont on organise l'environnement des individus pour d'une certaine manière orienter leur comportement et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les centres commerciaux. Donc tout ça c'est vraiment étudié pour
finalement inciter à la consommation de certains produits. Donc ça peut être fait d'une manière entre guillemets négative sur des produits qui vont avoir un impact négatif sur la santé, mais c'est aussi des outils qu'on peut se réapproprier pour faire des nudges entre guillemets positifs et créer des environnements notamment nutritionnels qui soient favorables à la santé. On a aussi bien sûr la question du prix, qui je pense sera aussi questionnée, mais peut-être plus par Benjamin, sur la question du juste prix, des justes taxes. Donc ça aussi, c'est des questions qui jouent sur les consommations des individus et donc sur leur santé. Alors je crois que j'ai dit ah oui, et juste un autre point que je voulais vous préciser, c'est en ce qui concerne le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'on a trop souvent tendance à l'oublier, mais on a pas mal de gaspillage alimentaire en France, puisque c'est l'équivalent de 20 kilos par an et par personne, essentiellement des légumes en plus qui sont jetés. Donc ça aussi, je pense que c'est un point à avoir en tête. Et du coup, dans mon panorama, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Très bien. Bon, on pourra développer après en fonction des questions. Okay. Merci. Merci beaucoup Alice pour ce premier panorama. Pour résumer, beaucoup moins de soda et surtout beaucoup moins de viande. Donc sans prêcher pour ma paroisse, depuis que je suis végétarien, ça fait un peu plus de 10 ans, j'ai jamais été autant en forme. Donc une première idée intéressante à noter sur la réduction drastique de la viande pour rester en bonne santé. Et à ce propos, sur la question de la précarité alimentaire, plutôt Benjamin, je vais te donner la parole et tu vas peut-être pouvoir développer pour après nous présenter cette idée révolutionnaire. Une belle idée dans l'air du temps qui est bien en lien aussi avec le CRHA qui sont censés être les héritiers de la résistance et de l'héritage de la résistance, cette idée de sécurité sociale alimentaire. C'est à toi. Merci. Oui. Bonsoir. Moi, je vais juste commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai écrit un livre sur la lutte contre la précarité alimentaire. En fait, ce livre, il vient de deux constats. Un premier constat, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions de précarité en général, notamment au sein du Secours catholique. Et en fait, la question de l'alimentation, quel que soit le sujet que je traitais, notamment quand je travaillais sur les étudiants précaires, quand je travaillais sur les allocataires des minima sociaux, la question de l'alimentation revenait en permanence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les ménages qui ont un budget contraint, les ménages précaires, ont un seul budget sur lequel ils ont une marge de manœuvre, c'est l'alimentation. Avec le chauffage, on est obligé quand on est en précarité, voilà, on paye son loyer pour ne pas être expulsé, on paye ses factures pour ne pas s'endetter et cumuler les dettes. La question, tout ce qui est téléphone, Internet, etc., dans notre société actuelle, on peut considérer que ce sont des dépenses de base. Et la question vestimentaire est assez importante finalement pour ne pas être stigmatisé par le regard des autres. Donc finalement, même quand on est en situation de précarité, on va essayer de faire un petit peu attention, de consacrer un peu d'argent à son habillement et à l'habillement de ses enfants pour éviter la stigmatisation. Donc finalement, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui est invisible aujourd'hui en termes de budget et surtout sur quoi on a une marge de manœuvre, on peut agir ? C'est l'alimentation et le chauffage. Quand on est en précarité, beaucoup de ménages en situation de précarité n'allument pas le chauffage l'hiver. Et en ce qui concerne l'alimentation, les stratégies, ça va être recourir à l'aide alimentaire, ça va être sauter des repas, et ça va être la privation. Donc on arrête d'acheter des fruits et légumes, on arrête d'acheter de la viande fraîche, on arrête d'acheter des produits laitiers, et on se tourne vers une alimentation à bas coût, qui est souvent une alimentation de faible qualité, avec des effets sur la santé. L'autre chose aussi qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, pour le Secours catholique, pour le magazine du Secours catholique, j'avais interviewé un universitaire belge qui s'appelle Olivier de Scuter et qui est rapporteur pour les Nations Unies sur les questions d'extrême pauvreté et qui a un temps été spécialisé sur les questions alimentaires. Et je trouvais sa vision super intéressante, c'est-à-dire que lui, il a une vision en termes d'inégalité alimentaire. Il fait un parallèle. En gros, son schéma, il est assez simple. Vous avez la majorité de la consommation en France qui est tournée vers l'industrie agroalimentaire. Et donc ça, c'est ce qui constitue un espèce de ventre mou dominant dans notre système alimentaire. Et lui, en fait, il observe depuis 20-30 ans un double mouvement. Un mouvement descendant vers le bas, un décrochage vers le bas de ce système alimentaire dominant
qui est en fait toutes les personnes qui viennent nourrir les rangs, les files d'attente de l'aide alimentaire. Donc depuis 30 ans, l'aide alimentaire, le public de l'aide alimentaire ne cesse de croître. On est passé, pour vous donner une idée, on est passé de 2008 à 2018, on est passé d'environ 2,5 millions à 5,5 millions de personnes qui recouraient à l'aide alimentaire. Et aujourd'hui, on est les chiffres, je sais qu'en 2020, les chiffres qui avaient été donnés, c'était 7 millions pour l'année 2020, soit 10%, près de 10% de la population française. L'autre mouvement de décrochage par le bas, c'est aussi un mouvement croissant de consommation d'une alimentation à bas coût. Et là, c'est encore plus d'actualité depuis quelques mois avec la période d'inflation alimentaire qu'on traverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le met donc en parallèle. Il y a un effet miroir avec, depuis 20 ans, le développement des alternatives à l'industrie agroalimentaire, donc tout ce qui est AMAP, consommation du bio, consommation du local, donc qui s'est développé depuis le début des années 2000 et qui concerne une part de plus en plus grande aussi de la population, mais à condition qu'on en ait les moyens. Donc je trouvais que ce schéma, cette vision d'un double mouvement, en gros avec la définition d'une alimentation de meilleure qualité, c'est-à-dire que pourquoi une part croissante de la population aujourd'hui décroche de l'industrie alimentaire, agroalimentaire, pour se tourner vers une offre alternative d'une alimentation durable, d'une alimentation en circuit court. C'est tout simplement par rapport à des préoccupations écologiques et aussi et surtout par rapport à des préoccupations sanitaires. C'est-à-dire qu'on, de plus en plus, notamment, c'est vrai que le début des années 2000, c'est la crise de la vache folle, notamment, qui a vachement accentué ça. Pardon, je bois un peu d'eau, parce que sinon, vous allez entendre ma bouche pâteuse. Hop. Donc, il y a des préoccupations sanitaires, de préoccupations de je veux savoir d'où vient ce que je mange, comment ça a été produit, être sûr que je ne vais pas être empoisonné. Et puis, il y avait cette préoccupation aussi liée aux pesticides, et notamment à ne plus vouloir avoir ce souci de ne pas consommer, d'essayer de limiter son exposition aux résidus de pesticides et aux additifs. Voilà. À partir de là, je dis, à partir du moment où on a à peu près défini ce qui était une alimentation souhaitable pour l'ensemble de la société, une alimentation saine et durable, à partir du moment où parmi les ménages qui peuvent se le permettre, une part croissante se tourne vers cette alimentation-là, il y avait une question que je vous posais. Je me disais, finalement, si cette alimentation est souhaitable, comment faire en sorte d'un accès choisi, d'un accès digne à une alimentation choisie, saine et durable pour tous. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon livre, en fait, où j'interroge un petit peu toutes les expérimentations, toutes les réflexions, et y compris toutes les contradictions au sein de ces réflexions, les enjeux contradictoires qui sont en cours aujourd'hui dans notre société. Je voulais... pourquoi la question de la... Moi, je suis spécialisé sur les questions de précarité, et cette question de la santé... aujourd'hui, je vais aborder plus la question sanitaire puisque c'est le thème de notre table ronde. La question de la santé dans l'alimentation, elle est particulièrement intéressante quand on s'intéresse aux ménages précaires et quand on s'intéresse à la précarité alimentaire. Pour deux raisons. Tout d'abord, il faut savoir que tout ce que tu viens d'aborder, effectivement, sur les questions, le lien entre alimentation et santé, et comment l'alimentation peut être aussi un facteur dégradant de notre santé, concerne particulièrement les ménages précaires. Voilà, on le sait, il y a des études qui ont été faites dessus. Toutes les maladies liées à l'alimentation, donc là on parle d'obésité, on parle de diabète, on parle d'hypertension, on parle de toutes les maladies cardiovasculaires, on parle de certains types de cancers, on parle aussi de la maladie des os, l'ostéoporose, sont surreprésentées. En fait, il y a une prévalence de toutes ces maladies parmi les ménages les plus précaires. Alors, je vais vous épargner, j'ai quelques chiffres, par exemple, et notamment, on a quelques chiffres. Alors, on a des chiffres qui concernent le public de l'aide alimentaire, parce qu'il y a des études qui ont été menées spécifiquement sur ce public-là, et notamment, pour vous donner une idée, l'obésité concernée, 35% des femmes recourant à l'aide alimentaire, contre 17% des femmes dans la population générale.
Il y avait une étude qui était intéressante qui parlait donc de ce fait et qui disait que ces prises de poids au sein du public féminin de l'aide alimentaire, des prises de poids conséquentes et rapides, avaient en plus pour conséquence des problèmes psychologiques du fait de mal supporter la transformation de son corps et de le subir. Pour vous donner une autre idée, ce qui est plus compliqué, c'est d'évaluer ça au niveau de la population en général. C'est-à-dire que quand on parle de précarité alimentaire, souvent on pense tout de suite au public de l'aide alimentaire. Or, il faut savoir que seulement, selon des études récentes, seulement la moitié des ménages, des personnes en France qui sont objectivement concernées par les questions de précarité et d'insécurité alimentaire recourent à l'aide alimentaire. Donc il y a tout un public aujourd'hui en France qui est concerné par les problématiques d'insécurité et de précarité alimentaire et qui n'est pas touché par l'aide alimentaire. Mais pour toucher ces publics-là, c'est plus compliqué puisque c'est des ménages, c'est des personnes qui sont fondues dans la population, qui sont hors des radars des associations et donc qu'on a du mal à toucher pour des études d'évaluation et notamment sur les questions de santé. Néanmoins, on a quelques données là-dessus qui font le lien entre précarité et mode de consommation et donc précarité et mauvaise alimentation. On sait que plus des ménages sont précaires, moins ils vont consommer de fruits et légumes, de viande fraîche, de produits laitiers, les poissons et les crustacés, on n'en parle même pas. Et en revanche, on va trouver une alimentation qui est beaucoup plus faite de féculents, de charcuterie, de viande grasse, et donc une surreprésentation de produits transformés et ultra transformés, et donc une surreprésentation chez les ménages en situation de précarité de tout ce qui est sucre, gras et sel. Pour vous donner une idée, par exemple en termes d'impact de santé, on sait que 75% des enfants en surpoids ou obèses sont issus des catégories populaires ou inactives. Voilà, ce sera fini pour les chiffres, je ne vais pas vous assommer de... donc voilà. Après, je voulais souligner aussi un enjeu de justice sociale. C'est-à-dire que longtemps, il y a une idée qui a prévalu et qui dure encore, et notamment dans l'esprit d'une partie de la classe politique, que manger sain et durable, c'est un problème de riches. En gros, que les pauvres, ils ont bien d'autres choses à penser que se soucier de manger du bio et de manger équilibré. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout simplement parce que aujourd'hui, ça fait quand même une vingtaine d'années en fait que ces questions-là, que ce soit pour des questions de santé, donc notamment toutes les discussions, tous les débats autour de l'obésité, et même sur les questions écologiques, toutes les questions sur les OGM, sur les pesticides, je veux dire, ça a imprégné le débat public, il y a des reportages qui passent à la télé là-dessus, et aujourd'hui, on se rend compte que ces questions-là préoccupent, en fait, ont infusé dans l'ensemble de la société et préoccupent aussi bien les ménages précaires que les ménages non précaires. Et moi, j'ai pu le constater dans mon enquête, et notamment en rencontrant des personnes, notamment la question de l'obésité, et notamment qui concerne les enfants. La question des pesticides aussi, c'était un sujet qui revenait énormément sur la présence de pesticides dans ce que mangent les personnes, était une préoccupation qui revenait beaucoup. Je vous donne un dernier chiffre. Juste pour vous donner une idée, le Secours catholique, pendant le confinement, a distribué des chèques alimentaires et il a mené une enquête auprès des familles qui bénéficiaient de ces chèques. Je vais reprendre un peu d'eau. Et en gros, 83% des familles interrogées avaient des préoccupations par rapport à l'effet de leur alimentation sur leur santé, avec le sentiment de ne pas avoir de prise sur ce sujet. C'est aussi quelque chose qui ressort dans une étude d'ATD Quart Monde, qui a fait une étude qui est super intéressante, qui est disponible librement sur Internet, si vous tapez « se nourrir quand on est pauvre ». Et voilà, et donc ils font beaucoup d'entretiens, de groupes de parole avec les familles et les personnes qu'ils accompagnent. Et donc ils précisent dans cette étude qu'aujourd'hui, les personnes en fait savent très bien souvent ce qu'est une alimentation saine et équilibrée. Donc souvent, ce qui ressort un peu des discours, et notamment des discours politiques, c'est que la malbouffe chez les pauvres, c'est un problème d'information, c'est un problème de ne pas trop savoir ce qui est bon pour soi. Il y a un peu un discours stigmatisant sur les ménages précaires, de quand on est précaire, on ne sait pas trop ce qui est bon sur soi, ou on est un peu irresponsable dans sa consommation, ou on a des mauvais goûts. Voilà, on adore bouffer des chips, les fesses dans son canapé.
parce qu'on est feignant et irresponsable. Donc voilà, c'est quand même des préjugés qui ressortent, qui sont très présents dans l'opinion publique, qui sont très présents au sein de la classe politique et qui sont des freins puissants au changement et à une vraie réflexion politique sur le sujet. Concernant les solutions, et puis je vais pas, surtout que tu as été rapide, donc il me reste 5 minutes, je ne vais pas dépasser. J'aborde rapidement les solutions et puis je fais une introduction sur la sécurité sociale de l'alimentation. On en reparlera peut-être avec vos questions. Concernant les solutions, je voulais juste souligner 2 points qui me paraissaient intéressants. Le premier, c'est que la question de l'alimentation, et on le voit bien dans ce que tu dis, la question de santé et alimentation, c'est une question qui dépasse largement la question de la précarité alimentaire. C'est une question de société, c'est une question qui concerne l'ensemble de la société, l'ensemble de la population, pour des questions, pour des enjeux de santé publique et des enjeux écologiques. Et du coup, cette question-là, cette réflexion-là, elle peut très bien être menée, politiquement notamment, sans du tout que soit pris en compte la question de la précarité et de l'accessibilité sociale à une alimentation de bonne qualité. Et du coup, c'est que si cette question de la précarité, en fait, c'est une question qui est poussée par des milieux militants, notamment écologiques, des milieux militants de la santé, qui n'ont pas forcément ce prisme social, ce prisme de la précarité. Et on peut retrouver au sein de ces milieux militants des préjugés sur la précarité, sur le comportement et la responsabilité des ménages précaires dans leur consommation. Donc si on ne fait pas attention à ça, on peut très bien arriver à un système vertueux, un système alimentaire plus vertueux, au niveau sanitaire, au niveau écologique, mais en reproduisant les questions, les inégalités alimentaires qui prévalent dans le système actuel. Pour vous donner un exemple, moi ce que j'ai lu de plus radical sur le sujet, en termes de solutions proposées, ça vient du secteur de la santé, de la Haute Autorité de la Santé publique, dans un rapport sur l'obésité. Et donc il y a des préconisations qui sont hyper intéressantes et que tu évoquais un petit peu, sur effectivement de la réglementation. On peut très bien contraindre les industriels et leur dire fixer des taux, des normes en termes de sucre ajouté, de sel, d'excès de gras, etc. De présence aussi d'aliments, de produits naturels et de ne pas mettre des substituts dans leurs recettes de produits transformés. On peut très bien passer par la voie réglementaire. On peut aussi passer par la fiscalité. C'est-à-dire de dire on va taxer les produits de mauvaise qualité, on va les taxer pour réduire les écarts de prix entre l'alimentation de bonne qualité et l'alimentation de mauvaise qualité, essayer de rééquilibrer cette injustice. Il y a donc toutes ces questions-là qui existent avec des choses qui sont très fortes, mais le problème c'est que si on n'a pas en tête la question de l'accessibilité, tout ce que peuvent entraîner ces mesures, c'est une augmentation globale du coût de l'alimentation. Et donc, si on n'a pas en tête la situation des précaires, on peut arriver dans un système qui va pénaliser davantage les ménages précaires. L'autre point que je trouvais intéressant aussi, c'est la question de la liberté de choix. Qu'est-ce que la précarité alimentaire ? Pour moi, la précarité alimentaire, le point crucial, le premier en fait, la première étape, c'est la question de la contrainte. C'est la question de la perte de liberté, la perte d'autonomie dans son alimentation. C'est hyper fort dans l'aide alimentaire, c'est-à-dire que quand on est à l'aide alimentaire, on n'a pas le choix dans son alimentation. Parfois, on va dans des épiceries sociales où il y a un semblant de choix parce qu'on peut, au lieu de recevoir un colis où on n'a pas du tout le choix, on a un choix limité entre des produits qui sont exposés dans l'épicerie, mais un choix qui est limité parce que les épiceries, elles font avec ce qu'on leur donne, quoi. Et donc voilà, et aussi avec leurs problèmes logistiques. Donc dans les épiceries, on va trouver très peu de fruits et légumes, très peu de produits frais, parce qu'elles ont un problème de stockage, elles n'ont pas de chambre froide, il y a un problème d'écoulement des produits frais, etc. Donc finalement, on va beaucoup être avec des conserves, avec des produits secs, avec des pâtes, avec du riz, et très peu de fruits et légumes, pas de viande fraîche, pas de poisson, etc. Donc il y a cette question de la liberté de choix, et du coup qui va infuser aussi le débat militant. Cette question de la liberté de choix, elle existe, et notamment elle est nourrie par les préjugés sur les pauvres. Pourquoi on fait du don en nature depuis toujours en France quand on veut essayer de lutter contre la précarité alimentaire ? Notamment parce qu'on ne fait pas confiance aux pauvres, en fait. On leur dit, plutôt que de leur donner de l'argent qu'ils vont dépenser n'importe comment, ils vont acheter des écrans plats, on va leur donner de la bouffe, au moins on est sûr qu'ils vont manger.
Donc il y a quand même ce préjugé qui est très fort et qu'on va retrouver de manière moins malveillante, mais dans le débat militant. Dans le débat militant sur la question de la nature de l'aide. En gros, il y a toute une question, lutter contre la précarité alimentaire, il y a plein de solutions qui sont explorées, il y a notamment la solution très simple du transfert monétaire. En fait, si on considère que si les gens mangent pas sain et durable, c'est notamment parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et on va leur donner les moyens en leur donnant des sous. Cette question-là, mais d'accord, mais on leur donne des sous pour faire quoi ? Quelle est la nature de cette aide ? Et c'est là qu'il y a un débat qui est intéressant et que moi je retranscris dans un chapitre qui s'appelle « Du libre choix au bon choix ». Le débat, il est là. Il est, finalement, si on fait un transfert monétaire comme le chèque alimentaire, imaginons, est-ce qu'on dit « Ok, vous avez le droit d'utiliser ces 100 euros, ces 50, ces 100, ces 150 euros, mais seulement pour aller acheter du bio et du local ?» Ou est-ce qu'on donne cet argent librement, c'est un transfert sur un compte ou via une carte, qu'importe, sur le même système que la prime de rentrée scolaire, c'est-à-dire que la prime de rentrée scolaire, c'est une aide qui est fléchée rentrée scolaire et donc matériel pédagogique, mais ensuite les familles peuvent l'utiliser comme elles veulent. Et donc le débat il est là. Ceux qui sont pour cet argent librement utilisable, ils disent en fait voilà. Donc ce transfert monétaire, il est là pour libérer d'une contrainte qui est une contrainte financière. Donc si finalement on remplace... Ah mince, je suis trop long. Non, okay. C'est bon, tu Pardon. Bon, du coup, je vais être trop long, mais court dans mon trop long. Si on remplace cette contrainte financière par une autre contrainte qui est de l'ordre, on vous donne de l'argent, mais vous n'avez pas le choix pour l'utiliser. Et même si vous n'avez pas du tout l'habitude de consommer du bio, du local, d'aller chez Biocop, c'est pas du tout dans vos habitudes, c'est pas dans votre culture, et puis c'est pas dans vos habitudes sociales parce que vous considérez que c'est pas fait pour vous, etc. On va vous donner de l'argent, mais il faudra l'utiliser dans ce magasin-là, pour ce type de produit. Le problème, c'est qu'on reproduit la contrainte. Donc, il y a une question de dignité, en fait, de dignité des personnes et de contrainte. Il y a aussi une question d'efficacité de politique publique. C'est-à-dire qu'on sait que de l'argent qu'on donne, mais de manière trop contrainte, le risque, c'est que cet argent ne soit pas utilisé. Donc, c'est de l'argent public qui est inefficace et qui est jeté par les fenêtres. Donc voilà, donc il y a cette question-là de dire, en fait, libérons de la contrainte, déjà les ménages, en leur donnant de l'argent. Et ensuite, une fois qu'on aura libéré ces ménages de la contrainte, qu'ils auront retrouvé du plaisir dans l'alimentation, parce qu'ils auront retrouvé du libre arbitre, de la liberté et de l'autonomie dans leur alimentation, on pourra ensuite discuter, comme avec l'ensemble de la population, puisque c'est une problématique qui concerne l'ensemble de la population, de l'orientation de leur alimentation. Il y avait un chercheur qui a une formule que j'aime bien, qui dit on s'interroge beaucoup, on se demande beaucoup pourquoi les pauvres mangent mal, mais on se demande jamais pourquoi les riches mangent mal. Si les riches mangeaient sain et durable, notre système alimentaire aurait sans doute une autre tête qu'il a aujourd'hui. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Après, juste quand même, par mesure de justice, je vais donner le point de vue adverse, qui est pas inintéressant. Le point de vue adverse, c'est de dire, le problème, c'est que si on fait ça, les ménages en précarité sont dans une telle contrainte budgétaire qu'ils auront toujours d'autres priorités que manger sain et durable. Et du coup, si on n'oriente pas l'aide, la société va aller vers une transition alimentaire vers plus de sain et durable, et les ménages précaires seront toujours à la traîne parce qu'ils auront toujours d'autres priorités et ils resteront dans un mode de consommation d'une alimentation qui n'est pas bonne pour la santé et pas forcément durable. Donc ça, c'est du débat que je trouve intéressant, qu'on pourra aborder. Pour terminer, et je termine très rapidement, pour faire une ouverture sur la SSA, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans la sécurité sociale de l'alimentation, donc rapidement, je dresse un peu juste le truc. La sécurité sociale de l'alimentation, en gros, c'est de dire il faut que les citoyens se réapproprient l'alimentation. Aujourd'hui, on a une illusion de démocratie alimentaire, cette espèce de démocratie par le portefeuille. En gros, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on peut manger de tout. Le marché est segmenté de telle manière que finalement, si vous voulez manger sain, durable, vous pouvez. Si vous voulez manger pas sain, durable, parce que vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez aussi. Tout existe, tout est là. Donc finalement, le choix existe. Sauf que ce choix, il est limité, parce que le choix, il est imposé par l'industrie agroalimentaire. Majoritairement, 70% des actes d'achat dans l'alimentation se font en grande surface.
Et donc, il est imposé par ce que tu disais, hein, ça va être des politiques de prix, donc la construction des prix, des politiques de marge, sur quoi les acteurs de l'industrie agroalimentaire décident de marger, sur quoi ils décident de ne pas marger, toute la question du marketing, sur quoi on fait de la pub, qu'est-ce qu'on met en avant dans les magasins, etc. Donc tout ça, on pourra en reparler, mais voilà, c'est très fort. Donc finalement, la liberté, elle est illusoire. La liberté, elle n'existe pas. Du coup, il y a cette idée de dire, attendez, nous, on va reprendre la main sur notre alimentation. Donc, c'est le citoyen qui doit décider et qui doit transformer l'offre alimentaire en disant ce qu'il veut manger. Donc, ils se disent, voilà, on va faire des caisses de l'alimentation locale. Donc, ils n'ont pas encore défini exactement à quelle échelle. C'est à l'échelle régionale, départementale, communale, intercommunale, de quartier. Donc, selon les expérimentations qui existent aujourd'hui, on trouve différentes échelles. Et donc, il fait une caisse de l'alimentation locale qui est sur un système de cotisation. Je vais reprendre un peu d'eau. Cotisation. Donc, les ménages qui adhèrent à cette caisse cotisent. Chacun cotise selon ses moyens et tout le monde reçoit une subvention mensuelle qui est destinée à l'alimentation. Donc voilà, imaginons un ménage, chacun va recevoir 150 € par exemple par mois, et il y a des ménages qui vont cotiser 200 € et d'autres ménages qui vont cotiser 30 € ou 10 € selon les moyens. Donc voilà, toute la question de financement, de comment on finance ça, tu le questionneras. Mais tout ça est en expérimentation, donc c'est pas encore défini. Est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable, est-ce qu'il faut qu'on trouve d'autres sources de financement public ou pas, enfin voilà. Donc c'est ça le principe. Ensuite, à quoi va servir cet argent? Et donc l'idée, c'est que dans chaque caisse, il y a un comité citoyen représentatif de la population. Donc imaginons sur une caisse où il y a 500 familles, il y a un comité citoyen de 40, 50 personnes qui sont désignés. Alors ils sont encore, est-ce que c'est du tirage au sort comme les jurés dans les procès d'assises? Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Enfin, tout ça est en expérimentation. Donc essayer de faire en sorte que c'est représentatif et du coup qui va débattre. Chacun arrive un petit peu avec ses idées, ses envies, ses besoins, ses contraintes et qui va débattre de à qui, pour quel type d'alimentation va servir cet argent sur un système de conventionnement. C'est-à-dire qu'on définit des critères. Il faut par exemple que ce soit durable, il faut que ce soit local, il faut que ce soit des entreprises qui soient de l'économie sociale et solidaire en termes de rémunération, les conditions de travail des gens qui travaillent dans ces entreprises, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et à partir de là, la caisse de l'alimentation passe des conventionnements avec des producteurs, avec des commerçants, avec des entreprises. Et donc, voilà. Et donc l'argent qui est donné aux ménages ne pourra être utilisé qu'auprès de ces entreprises. Voilà, donc ça c'est le système. Moi je trouvais ça intéressant en termes de lutte contre la précarité, je termine là-dessus, pardon. En termes de lutte contre la précarité, c'est-à-dire que du coup il y a cette idée de représentativité, s'ils arrivent à la mettre en œuvre, et du coup de prise en compte des contraintes et des besoins des ménages précaires dans cette réflexion globale. La sécurité sociale de l'alimentation, ce n'est pas une réflexion sur la précarité alimentaire, c'est une réflexion sur la transition alimentaire à l'échelle de la société pour des questions de santé, pour des questions écologiques. Et il y a cette idée, il y a une des formules, une des personnes que j'ai interrogées dans le livre, et qui me dit, avec la sécurité sociale de l'alimentation, concernant votre sujet de la précarité, on n'est pas dans la prise en charge de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des politiques qui viennent pallier des dysfonctionnements de notre système alimentaire en venant par ailleurs faire des aides, voilà. On est dans un système qui est dans une transformation globale qui prend en compte les contraintes et les besoins des ménages précaires, quitte à ne pas aller aussi loin qu'on voudrait y aller en termes écologiques, en termes éthiques, en termes de santé. Mais voilà, essayer de trouver un espèce de compromis. Et voilà, je trouvais ça intéressant et je termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Je retiens notamment cette... Pardon. Oui, bien sûr. Une petite annonce. C'est écrit sur la main de ma collègue. Il y a une voiture. C'est quoi comme voiture? Toyota Yaris blanche qui bloque l'entrée du verger. Alors c'est DP 735 ZA. Côté camping, de toute urgence. Il faudrait la débloquer si elle est à vous. Voilà. Bon. Merci. Désolé. Toyota Yaris blanche, donc. Bon, on s'éloigne du sujet. Non, je voulais dire,
Je retiens ton intervention, merci beaucoup Benjamin, cette question de dignité qu'on retrouve bien d'ailleurs dans ton livre enquête, Comment bien manger devient un luxe, mais qu'on retrouve aussi dans un autre livre sur le même sujet, je vous conseille, de Bénédicte Bonzi, La France qui a faim, que j'ai lu il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup marqué notamment, où une sorte d'enquête anthropologique où de par son expérience de bénévole au Restaurant du Cœur, elle aborde vraiment la question de l'alimentation et de la précarité alimentaire comme une vraie question sur les inégalités sociales et une vraie question politique au sens noble du terme. Donc du coup, puisqu'on en est à la question politique et que vous nous avez bien démontré comment l'alimentation était une question politique, je me tourne vers Anne. Du coup, du côté des politiques, où en est-on de toute cette réflexion, toi qui es sénatrice et conseillère de Paris, qui a beaucoup bossé cette question? Est-ce qu'il y a une conscience qui émerge ou est-ce qu'on est encore à des années-lumière d'idées révolutionnaires comme cette sécurité sociale alimentaire? Merci Anne. Alors, on m'entend ou pas? Oui. Ouais. Pour te répondre, Benjamin, ça dépend qui. Et la majorité n'est pas dans la compréhension que c'est un problème strictement politique. On est souvent encore sur les questions alimentaires, sur des questions plus de charité et d'aide, plutôt que d'une idée de solidarité d'une part, de démocratie d'autre part. Et un troisième sujet absolument essentiel qui est d'aller de la production jusqu'à l'alimentation. Ces trois sujets sont évidemment complètement essentiels et je crois qu'on n'en est pour l'instant pas là. À chaque fois qu'on parle d'alimentation, moi je donne un petit exemple qui n'est pas tout à fait dans le même sujet mais qui n'est quand même pas si loin. Le premier rapport que j'ai porté quand je suis arrivée au Sénat, c'était sur l'idée d'une allocation universelle pour les étudiants. Et dans l'idée que actuellement les étudiants sont de plus en plus nombreux à avoir une précarité pour le coup alimentaire extrêmement grave. Ils se retrouvent à sauter des repas pour 40% d'entre eux. Enfin, c'est des chiffres absolument incroyables et on les retrouve à la soupe populaire ou dans les boutiques d'aide alimentaire, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Même s'ils avaient des problèmes d'argent, ils arrivaient à s'en sortir. Là, on n'en est plus là. On a passé un cap. Et donc, l'idée d'avoir une allocation universelle pour eux, pour faire en sorte qu'ils aient au moins de quoi se loger et manger, était importante. Eh bien, ça n'a pas été pris en considération par le Sénat. Je dis pour ça, je réponds à ta question, parce qu'on considérait que ça devait être, qu'on allait monter les aides alimentaires. Alors, c'était pas le sujet. C'était de dire comment on vit dignement. Tu parlais de dignité. Et puis, c'était aussi la question de dire ça doit être aux parents d'être responsables. Donc là, c'est la mentalité actuelle, c'est le réarmement moral. On y est en plein. D'ailleurs, c'est pas le sujet, n'est jamais la question de la citoyenneté, parce que je crois qu'il faut mettre évidemment la santé au centre, mais il y a aussi la question, de la même manière qu'on a la démocratie sanitaire qui doit être au centre de nos préoccupations et qui l'est de plus en plus, mais encore pas assez. La démocratie alimentaire doit l'être et ça veut dire vraiment toute la chaîne. Ça veut dire que, c'est pour ça que c'est intéressant la question de la sécurité sociale alimentaire, c'est de repenser la chaîne du producteur jusqu'à celui qui mange ou qui ne mange pas d'ailleurs, en passant par la réflexion sur la distribution et le modèle économique. Et de repenser l'ensemble de la chaîne, ce qui est le cas de la sécurité sociale alimentaire, avec tous ses défauts, puisqu'on va pouvoir parler des défauts aussi actuellement. Mais pourquoi? Parce qu'on tâtonne, donc c'est normal qu'il y ait des défauts et c'est intéressant de se pencher dessus. C'est que ça permet de repenser notre modèle social. Il faut aller jusque-là, je pense, quand on pense alimentation et quand on pense à cette question de sécurité sociale alimentaire. Évidemment, le problème de la malbouffe, le problème des problèmes de santé qui sont attenants à notre nourriture, elle est liée en partie, pas complètement, mais en partie par la précarité et en partie par notre culture. On ne peut pas oublier que l'alimentation, c'est aussi un phénomène culturel et que ça, c'est partagé par toute la société. Le côté, je me vautre devant la télévision avec des chips et des pizzas et du Coca-Cola, ça n'est pas seulement les pauvres. C'est aussi, ça peut être aussi les riches, ça peut être tout le monde. D'ailleurs, on voit bien dans les représentations ce type de choses qui subsistent complètement et qui n'est pas du coup mis de côté. Même si on a
petite population élitiste qui reste avec une conscience. Ça devient même un signe de distinction, qui est d'ailleurs un autre problème. C'est on ne mange pas comme les autres, on va manger bio, on va pas manger les chips, on va faire du sport, on va faire attention à soi, etc. Mais ce principe de distinction, c'est le contraire de la sécurité sociale alimentaire, qui elle, souhaite aller vers tout le monde et passer de la personne la plus précaire jusqu'à la personne la plus riche, et de changer les habitudes de production, d'alimentation et de participation à sa propre alimentation, c'est-à-dire aussi la manière dont on cuisine, la manière dont on vit tous les jours. Pour cuisiner, il faut avoir un peu de temps aussi. Donc ça questionne aussi la question du temps et de la manière dont on vit. Donc toutes ces questions-là, vous voyez bien, en fait, dès qu'on met le doigt sur l'alimentation, c'est un peu comme les questions de santé, on commence à remettre en cause l'ensemble de la chaîne de production. Sauf que là, pour la première fois, je trouve, avec l'idée de la sécurité sociale alimentaire, on commence à avoir l'ébauche d'une solution globale. Et c'est ça qui est intéressant. Une solution à la fois globale et à la fois une solution qui peut passer d'abord par le local, et au lieu d'être, comme on sait si bien faire en France, une décision nationale qui va s'appliquer religieusement sur chacun des citoyens objets, eh bien ça pourrait remonter des citoyens, pour une fois, sujets. Et en faisant ce qui est en train de se passer dans plusieurs villes, puisque effectivement on parlait des expérimentations qui ont lieu à Montpellier, en Gironde, un petit peu partout, il commence à y avoir des endroits vraiment où des expérimentations se font. À chaque fois, ces piliers existent, c'est-à-dire ce sont les producteurs locaux, ce sont ceux qui diffusent, qui distribuent, les magasins ou les marchés ou des lieux tiers qui sont des diffuseurs, et les citoyens qui, pour une fois, sont préalables. C'est-à-dire qui font partie, qui font des... Alors, comme tu disais, ils peuvent être tirés au sort, ils peuvent être... En général, c'est un peu tripartite. Il y a une partie tirée au sort, et puis il y a une partie aussi qui sont des producteurs, qui sont les bénévoles qui ont envie de se mettre dans l'histoire, qui sont des citoyens engagés d'une manière ou d'une autre. Donc on a ce tissu social qui se met ensemble pour produire une nouvelle réalité par rapport à l'alimentation. Donc ça, c'est très important. Il y a les défauts. Je n'ai pas envie de vous raconter toutes les histoires, parce qu'au début, je me suis dit, je vais vous raconter précisément les dispositifs. En fait, d'abord, on aimerait bien vous entendre. Et puis ensuite, le plus important dans ce qui est en train de se réaliser, c'est plutôt les questions qui se posent à la suite de ça. La plupart on fait 1, 2 ans, maximum 3 ans. Je crois que c'est plutôt 2 ans, le maximum de tentatives et d'expérimentation. Et au bout du compte, que ce soit sur ces sécurités sociales de l'alimentation ou un autre d'ailleurs dispositif que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui qu'on appelle, à mon avis, qui ne devrait pas être appelé comme ça, mais l'ordonnance verte, qui a pris en l'occurrence pied à Strasbourg, et qui est un système pour les 1000 premiers jours des mamans et des enfants pour qu'elles puissent avoir accès à des paniers à la fois d'aliments. Alors c'est pas forcément des aliments bio d'ailleurs, c'est fruits et légumes, mais qui sont en tout cas locaux et durables, et qui sont distribués dans un certain nombre de locaux. Et là, ça va passer à 1500 personnes. Et ce qui est très important, c'est que c'est à la fois de distribution de paniers et à la fois un apprentissage de la cuisine et de la cuisine ensemble des mamans, et ensuite avec leurs enfants autour. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'avoir une pérennisation, aussi un changement culturel des familles sur ces questions-là. À Paris, je vais passer tout de suite sur la question parisienne, parce que moi j'ai été maire adjointe à la santé à Paris pendant 6 ans, notamment pendant la période du Covid. Donc j'ai vraiment vécu pas mal d'expériences, et en particulier je me suis beaucoup attachée à tout ce qui était santé environnementale. Et c'était avant le Covid cette question-là, mais on avait signé à la ville de Paris une charte qui s'appelle la charte sans perturbateurs endocriniens des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, pour faire en sorte que petit à petit,
notre ville, comme d'autres villes et comme d'autres territoires, se transforme et des marchés publics et une alimentation, et pas seulement d'ailleurs une alimentation, mais aussi des hôpitaux, des maternités sans perturbateurs endocriniens aussi dans tout notre environnement, que ce soit par exemple un environnement sans plastique, des choses comme ça. Mais en tout cas, en l'occurrence, déjà, d'avoir aussi une alimentation sans perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment aller vers du bio dans les cantines, par exemple, et pour enlever les pesticides. Ça veut dire aussi se débarrasser de tous les contenants en plastique qui pouvaient, pour les enfants, faire quelque chose, faire en sorte qu'ils ne soient pas en contact avec des perturbateurs endocriniens. Surtout les 1000 premiers jours, mais après pour la suite, parce qu'on sait que ces perturbateurs amènent un certain nombre de cancers et de problèmes cardiovasculaires graves, plus des problèmes d'infertilité importante, même si ce n'est pas forcément le plus important dans la vie d'avoir moins d'enfants en France, mais enfin quand même, plutôt que d'avoir des FIV tous les jours, peut-être que ce serait plus intéressant déjà de travailler sur les causes et sur les perturbateurs endocriniens que sur le réarmement, je ne sais pas comment il a dit, démographique. Voilà, c'est déjà plus intéressant parce que ça ouvre le choix et plutôt que de subir des choses que finalement les industriels nous imposent. Donc vous voyez tous ces travaux-là qui sont petit à petit, et surtout on avait travaillé à la ville de Paris sur la question des marchés publics. Et les marchés publics pour enlever les perturbateurs endocriniens aussi de l'ensemble de nos marchés à chaque fois qu'on passait un nouveau marché. Évidemment, comme il dure un certain temps, on ne pouvait pas le faire immédiatement, mais on l'a fait aussi. Donc vous voyez, ce sont des sujets sur lesquels on peut avancer en partant d'une collectivité. Et là, on avait lancé des assises juste avant que je parte pour devenir sénatrice sur la question de la santé environnementale avec tout un volet alimentaire et notamment avec l'idée de lancer une sécurité sociale alimentaire à Paris, en commençant par les quartiers populaires, de manière non pas à les stigmatiser évidemment, mais simplement à avoir un focus sur les endroits où on a le plus de problèmes de santé, parce qu'il y a des problèmes de santé qu'on avait par exemple vus pendant le Covid, les problèmes d'obésité d'enfants et de problèmes d'obésité qui se transformaient en hospitalisation beaucoup plus importante au moment du Covid des populations les plus pauvres à Paris, c'était extrêmement clair et c'était souvent lié à des problèmes alimentaires. Donc se dire qu'on commence pour essayer de sauver les gens là où ils en sont et après pour continuer évidemment à généraliser, c'est quelque chose qu'on a commencé à penser, et avec aussi l'idée de mettre en place une ordonnance verte. Et pareil, en commençant par les réseaux de PMI dans les quartiers populaires. Nous, on a un réseau de PMI, vous savez peut-être, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le réseau de protection materno-infantile, qui existent partout en France ou qui sont plus ou moins développés. Et ces endroits où les familles peuvent aller avant la naissance et juste après la naissance pour aller avec leurs enfants. À Paris, on a un réseau formidable avec 86% des familles qui sont couvertes par ces PMI. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un endroit comme ça? Eh bien, on peut, parce que c'est partout, à la fois organiser des ateliers de cuisine, à la fois faire aussi des distributions plutôt que de les faire dans des lieux spécifiques. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, dans ce camp, j'ai vu, ça c'est à mon avis une des critiques principales qu'on peut faire à la sécurité sociale alimentaire telle que pour l'instant elle est en construction, c'est que comme ce sont des volontaires qui le font, comme les réseaux de distribution sont des volontaires, les réseaux de distribution, ce ne sont pas dans les quartiers les plus pauvres. Ce ne sont pas, c'est quand même concentré, si je regardais les noms des réseaux de distribution, c'est les lieux déjà qui sont les Biocoop, enfin c'est les réseaux de solidarité pour les plus, qui sont les plus riches d'entre nous, et puis déjà qui vont déjà dans des réseaux spécifiques. Donc la question c'est comment on fait bénéficier de cette sécurité sociale alimentaire, même quand on est en train de la tester au plus grand nombre. Donc ça, c'est une première question. Je pense qu'il y a des solutions. Je veux dire, ils sont en train de regarder. Il y a une deuxième phase, par exemple, à Montpellier qui est en train d'avoir lieu, où ils sont en train de réfléchir à comment effectivement élargir ces réseaux de distribution largement, peut-être en simplifiant. Parce que je pense que la question, ça va être la simplification. Je voudrais
Vous parlez aussi rapidement, parce que après, moi, je ne veux pas trop parler, donc juste 3 choses. Les lois, parce que là, je vous parle de mon expérience à la ville, mais il y a aussi la question des lois. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau des lois. Je ne suis pas persuadée qu'il faille commencer par des lois imposant au niveau central le fait qu'on fasse une sécurité sociale alimentaire partout de la même manière. Moi, je suis même, comme je viens de vous le dire je pense plutôt le contraire. Si on veut fabriquer une nouvelle culture et de faire des choses adaptées, parce que et justement culturellement adaptées et socialement adaptées, le fait d'avoir des modèles différents qui viennent des différents territoires, ça me paraît absolument essentiel. Il y a une loi qui vient d'être proposée qui s'appelle territoire zéro faim, qui est un peu dans ce sens-là. Je ne suis pas persuadée qu'il faille commencer par là. Cela dit, rien n'empêcherait d'avoir quand même un budget voté par le Sénat évidemment et l'Assemblée nationale qui permettrait toute une phase d'expérimentation sur tous les territoires avec une possibilité de faire des projets différents. Deuxième type de loi qui est proposée ou en phase de proposition, c'est une 6e branche de la sécurité sociale, une branche qui fasse justement, ce serait l'idée de faire la sécurité sociale alimentaire et de la monter d'un bout à l'autre. Alors, la question qui se pose encore, c'est comment on met y compris la production à l'intérieur de ça, parce que, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est vraiment la citoyenneté à tous les niveaux, pas que être dans la consommation. Et donc, si on pense cette 6e branche, il faudra impérativement faire en sorte de le réfléchir intégralement et de ne pas le mettre comme on sait si bien faire en France, c'est-à-dire en silo, et de séparer les champs. Troisième type de loi, et j'arrêterai là, parce que pour l'instant, tout ça, évidemment, on travaille, c'est l'idée d'avoir une constitutionnalisation du droit à l'alimentation durable. Et ça, c'est en train de travailler. Il y a un projet de loi une proposition de loi qui va être déposée bientôt au Sénat par le groupe écologiste sur ce sujet. C'est très important. Pour l'instant, rien ne garantit dans notre système législatif français le droit à une alimentation. Donc, vous voyez, on a beaucoup de terrain à investir. Merci. Merci beaucoup Anne. Pour détendre un peu l'atmosphère, je pense quand même que le président actuel du Sénat, Gérard Larcher, a l'air assez ouvert sur les questions d'alimentation. Donc je suis sûr que tu arriveras à faire avancer tes dossiers. Merci beaucoup à vous 3. On va ouvrir les cycles de questions à présent, donc n'hésitez pas. Peut-être juste moi pour ouvrir le débat, je poserais bien quelque chose quand même, c'est sur la question, parce que perso mon avis n'est pas du tout tranché, mais par rapport à la distinction justement, par rapport à l'alimentation, aux inégalités. Est-ce que un principe d'universalité de la sécurité sociale alimentaire ne serait pas plutôt favorable à empêcher cette distinction qu'on fait souvent entre les catégories les plus précaires et les autres? Je pose ça là et j'ouvre le cycle de questions. Donc qui se lance en premier? N'hésitez pas, merci. Madame là-bas. Est-ce que vous pouvez approcher s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas de fil là. Merci. Alors moi j'ai l'impression que ce genre de débat c'est un peu le chien qui se mord la queue parce qu'on nous parle d'un côté d'une alimentation un peu bio, enfin on essaye, et de l'autre côté on oublie quand même qu'on nous a encore obligés à supporter les pesticides et tout ça dans l'alimentation. Donc on a deux choses complètement opposées. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par une chose tout à fait simple? L'école étant publique, donc gratuite, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la cantine gratuite? Déjà, premier point. Ça, c'est une chose importante. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas de côté je gagne plus, je gagne moins, parce que la sécurité sociale de l'alimentation, ce qui m'impressionne, c'est que si on se base sur la sécurité sociale normale, on est complètement en train de la détruire. Et je me dis que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas fait. C'est loin d'être fait à partir du moment où on détruit déjà ce qui est mis en place depuis des années.
Donc voilà, on commence par la gratuité, donc de l'aide pour les communes qui ont de moins en moins d'aide financière. Donc comment passer justement de l'État supérieur à basculer l'argent dans les communes? Merci. On va peut-être prendre une série de 3 questions. Ah bon, d'accord. Moi, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit par rapport aux collectivités. J'ai entendu madame là, qui disait par rapport à Paris, il y a quand même une loi qui impose certaines choses par rapport à une alimentation saine. Et pourtant, combien aujourd'hui l'appliquent? Je ne sais pas si à Paris c'est appliqué, je ne sais pas, hein, je me pose la question. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a des villes qui ont expérimenté et qui aujourd'hui, effectivement, profitent du fait des écoles, puisque c'est bien souvent, on sait nous le dire dans le débat public, que c'est le seul endroit où certains enfants peuvent avoir un repas correct. Et on a des villes qui ont tenté et qui font aujourd'hui le 100% bio. On a des enfants qui viennent à l'école, on sait au moins qu'une fois dans la journée, ils vont avoir un repas avec une alimentation saine. Et alors on nous dit toujours, oui, mais ça coûte. Alors qu'effectivement, les expériences qui ont été tentées montrent le contraire. Parce qu'on redonne du sens déjà aux personnes qui travaillent dans les cantines. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est travailler dans une cantine? C'est ouvrir des paquets de plastique, les mettre dans une gamelle pleine d'eau qui bout, qu'on va laisser tant de... Même le fait de redonner une alimentation saine, ça redonne du sens au travail de ceux qui sont dans les cantines. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a matière, et le coup de dire que c'est plus cher, c'est pas vrai. Il y a une association, Les Pieds dans le Plat, qui s'engage à faire le tour de France. Vous les invitez, ils viendront vous expliquer comment on peut passer d'une alimentation de merde à une alimentation correcte, avec un coût moindre pour la collectivité. Et puis un coût beaucoup au niveau de la santé, parce que ça a été évoqué, la santé. On a entendu tout ce qui a été dit. Hein. Notre gouvernement, quand il s'y intéresse aujourd'hui, il y a dernièrement, on a parlé de la remise en cause du financement des ALD. Les ALD, les maladies chroniques qui sont en pleine explosion. Là, c'est une véritable pandémie. Et pourtant, on n'entend pas de politique qui s'exprime sur cette pandémie qui est en train d'exploser. Et qui est en train d'exploser, qui remet en cause l'existence même de la sécurité sociale et, je dirais, de la branche maladie. Parce que malheureusement, avec toutes ces désocialisations qu'il y a eu depuis des années, où on défiscalise, où on désocialise, où on baisse le problème de la branche maladie, qu'on nous rabâche à longueur d'année, déficit, elle n'a pas un problème de dépense, elle a un problème de financement. Et ce problème de financement, il est doublement remis en cause avec cette pandémie de maladies chroniques. Je crois 2002, les maladies chroniques en France, c'était 104 milliards d'euros. 104 milliards d'euros. Un petit peu à faire mijoter, et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Mais effectivement, les écoles, c'est l'endroit, la cantine, et puis après, les collectifs, puisque dans les hôpitaux, tout ça, il y a matière à faire mieux pour moins cher même. On va prendre cette série-là, parce qu'il y a quand même des sujets un peu lourds à aborder. Un premier tour de réponse me paraît raisonnable. Donc, d'abord sur la cantine gratuite, qui veut commencer? Moi, je veux bien. Vas-y, Anne. Alors moi, dans une autre vie, j'ai été... Vas-y, là. Dans une autre vie, vous m'entendez? D'accord. Dans une autre vie. Ça marche? Ça marche mieux. J'ai été professeur des écoles, donc vous voyez que je suis bien placée pour vous parler des écoles. Et en l'occurrence, oui, moi je pense que la question d'une cantine gratuite serait une excellente idée. Je ne sais pas où la dame qui a posé la question tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, la plupart des enfants qui sont... Alors, c'est très peu cher pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais il arrive d'abord que ça soit quand même trop cher. Même le très peu, parfois, même si c'est 1 euro, c'était parfois trop cher. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir refaire ça. Vous savez que pendant le Covid, nous avions à Paris, mis des paniers alimentaires et, pour les familles qui étaient justement dans les premiers quotients pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent manger pendant le Covid, parce qu'on s'est aperçu que quand ils étaient non seulement avec tout
tous les problèmes que posait l'enfermement, qui était évidemment grave en termes de santé psychique, mais en termes de santé alimentaire, c'était carrément grave et de précarité alimentaire à ce moment-là. Et on s'est aperçu que la cantine avait une fonction majeure. Mais oui, une cantine gratuite pourrait être tout à fait envisagée. Je pense que ce serait quelque chose à réfléchir. La deuxième question qui était posée sur la cantine, c'était le fait de passer en liaison, d'abord d'arrêter les liaisons froides, de faire en sorte d'avoir des cantines avec des cuisines, d'avoir une vraie nourriture faite sur place et de cuisiner. Et ça aussi, ça, c'est ce qu'on le fait à Paris, mais je crois qu'il y a de plus en plus quand même en France. Il y a un retour, parce qu'en fait, on avait arrêté complètement. Tout était fait par des Sogexo et partout. Et donc, c'était effectivement un vrai problème. C'est un deuxième sujet important et qui est en lien aussi avec les perturbateurs endocriniens, parce que quand on mettait sous plastique et qu'on réchauffait tout sous plastique, c'était carrément une catastrophe. Donc oui, 1000 fois oui, c'est quelque chose par lequel il faut commencer. Est-ce que vous voulez que je continue sur d'autres sujets ou on reste sur la cantine? Je peux rebondir sur la cantine. Moi aussi, j'ai des choses. Vas-y. Okay. En tout cas, monsieur, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la pandémie de maladies chroniques. C'est vrai que c'est 20 millions de Français qui sont atteints d'une maladie chronique, 11,7 millions qui sont en ALD, en affection longue durée. Donc là, on a quand même un sujet de santé publique et, quoi qu'on dise, de financement et de dépenses, notamment pour la sécurité sociale. Donc là, on a une vraie question. Et plus qu'une pandémie, c'est même une syndémie. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on voit en fait une imbrication. Alors, par exemple, on sait que le Covid, on a beaucoup parlé d'une pandémie infectieuse, à tort, puisque du coup, on s'est concentré que sur la limitation des transmissions virales, et on n'a pas considéré finalement la vulnérabilité des individus dans leur globalité. Et la syndémie, c'est un concept qui est né avec le VIH et qui nous rappelle que finalement, notamment pour les maladies infectieuses, mais je vais faire le parallèle avec l'alimentation, qu'une maladie, donc en l'occurrence infectieuse, va aussi dépendre du terrain sur lequel elle survient. Et donc elle n'aura pas le même impact ni la même gravité. Et ce terrain, tu l'as dit Benjamin, il y a la notion de gradient social. On sait que les maladies chroniques sont beaucoup plus présentes dans les couches les plus populaires. Donc il y a une inversion entre le niveau de richesse et la prévalence des maladies infectieuses. Et donc c'est cette imbrication d'un facteur de risque, d'un terrain et d'un niveau social qui crée finalement qui permet d'élaborer ce concept de syndémie. Et on peut faire le parallèle avec l'alimentation, où on voit bien que finalement cette exposition a d'une certaine manière un facteur de risque qui peut être l'alimentation, selon les choix et les possibilités qui vont être offertes aux individus, qui va venir du coup potentialiser toutes ces vulnérabilités et donc générer cette pandémie, cette syndémie de maladies infectieuses qui vraiment je trouve, nous incite à penser la question de l'alimentation de manière vraiment globale et de ne pas se centrer que sur les types de produits que vont choisir les individus, mais sur tout un ensemble de déterminants de santé publique. Et sur la question des cantines, je pense qu'il y a un sujet qu'on oublie souvent, mais de manière générale dans l'alimentation, c'est la question du goût, puisqu'on a de plus en plus d'aliments qui sont finalement dépourvus, qui vont être de plus en plus neutres en termes de goût. On a aussi des produits, des fruits et légumes qui sont moins riches en vitamines, moins riches en oligo-éléments. On a des études qui retrouvent ça, notamment les produits conventionnels versus les produits bio. Donc il y a aussi un sujet en termes de qualité, parce que je pense vraiment que la question du futur, ça va pas être tant uniquement la question de l'accès à l'alimentation, mais ça va être vraiment la question de l'accès à une alimentation de qualité, puisque tu as esquissé un scandale sanitaire qui est celui de l'encéphalopathie spongiforme bovine, donc la maladie de la vache folle. Donc ça a été une espèce de révélateur, de Big Bang, comme ça, qui s'est créé. Donc il y a eu des questionnements qui ont été générés sur la qualité de ce qu'on mangeait. Mais moi je pense, et là c'est on va dire une intuition personnelle, mais qu'on a finalement des scandales sanitaires qui sont beaucoup plus latents, notamment liés à la présence des perturbateurs endocriniens, des résidus de pesticides, des résidus de métaux lourds. On voit plein d'indicateurs de santé publique, notamment sur la santé reproductive, qui interpellent sur du coup l'exposition aux perturbateurs endocriniens et sur la manière dont on s'alimente. Je prends par exemple l'exemple des poissons. On sait que le régime pescarien, qui est un régime on va dire végétarien, mais qui va quand même prendre des protéines animales que sont celles du poisson, c'est un régime qui normalement est très favorable à la santé. C'est intéressant de se dire que maintenant on a l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui recommande de ne pas manger de poisson plus de 2 fois par semaine, puisque désormais les risques pour la santé sont plus importants que les bénéfices.
du fait de la très forte imprégnation en métaux lourds et en résidus, notamment de pesticides, des poissons, notamment les poissons les plus gros comme le saumon, hein, qui sont donc les poissons en fin de chaîne alimentaire, qui sont donc les plus bio-accumulateurs, hein, puisqu'ils sont en fin de chaîne alimentaire, donc ils ont absorbé aussi d'autres poissons qui eux-mêmes étaient déjà pollués. Donc là, je trouve que ça doit vraiment nous interroger sur aussi la question de la qualité de ce qu'on va finir par manger et d'un potentiel finalement scandale sanitaire un petit peu latent, et donc vraiment de questionnements de santé publique qui sont importants. Et donc pour revenir sur la question du goût, voilà, je pense que ça aussi c'est un sujet, puisque de plus en plus on a des aliments qui sont fades, qui sont voilà, moins riches en vitamines. Donc on crée aussi d'une certaine manière une forme de détachement à une alimentation de qualité. On a vu aussi les attaques, c'était il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on voulait interdire le lait cru, les fromages au lait cru au niveau de l'Union européenne. Donc ça, je pense que c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, puisqu'on sait aussi que le goût, notamment dans les cantines, puisqu'il y a des expérimentations qui ont été faites dans des cantines qui allaient se fournir, non pas justement chez les grands groupes comme Sodexo, et donc fournir de l'alimentation fade sous plastique et blindée de perturbateurs endocriniens, mais auprès de producteurs locaux, donc avec des aliments qui avaient plus de goût, qui étaient frais, qui étaient cuisinés au sein des écoles. Et là, on observait même moins de gaspillage alimentaire, puisque les enfants, qui sont des fins gourmets, contrairement à ce qu'on peut penser en leur donnant n'importe quoi, ce sont de fins gourmets, et donc il y avait beaucoup moins de gaspillage alimentaire, et les enfants mangeaient mieux, il y avait moins de déchets, ils avaient fait des expérimentations en pesant les restes d'alimentation, et il y en avait beaucoup moins dès lors qu'on était en circuit court, locaux, bio, puisque c'était des aliments de meilleure qualité, avec plus de goût, plus riches en vitamines, et donc un plaisir aussi à manger qui, je pense, s'éduque, s'apprend, et je pense que l'école, c'est aussi le lieu de l'équité, et donc cette question, voilà, des cantines gratuites est importante. Et juste pour terminer, je pense à vous, madame, avec votre première question, et peut-être votre scepticisme sur cette sécurité sociale alimentaire, en toute transparence. Alors je ne veux pas me désolidariser du débat que je trouve passionnant, mais c'est vrai que moi aussi, je me la pose. Je me demande si on ne prend pas le problème à l'envers, et j'ai un vrai problème, peut-être même éthique, à me poser la question. Donc on parlait d'une 6e branche de l'assurance maladie, hein, qui pour moi sur le papier, en théorie, en tout cas est pertinente, mais j'ai quand même toujours du mal avec un acteur, en l'occurrence l'État ou même certaines collectivités territoriales, qui vont finalement être porteuses d'injonctions contradictoires, et qui donc vont servir parfois dans les cantines des aliments de très mauvaise qualité aux enfants. Et donc je pense qu'il y a une question aussi d'exemplarité au niveau de la commande publique. Quand on voit ce qui est servi dans les hôpitaux, alors que le repas est l'alimentation est la première des médecines, c'est un principe vieux comme la médecine d'Hippocrate. Je trouve que c'est une question quasiment déontologique. Et quand je vois vraiment le contenu des plateaux repas qui est servi aux malades, moi je pense que ça vraiment c'est un sujet quasi de déontologie. Et le fait qu'il y ait aussi des distributeurs d'alimentation, donc de malbouffe, de produits ultra transformés dans les hôpitaux, voilà, c'est quelque chose que je trouve complètement contradictoire. C'est comme si on vendait de l'alcool et du tabac dans un hôpital. Je pense qu'il y a une banalisation en fait des produits de la malbouffe. On n'a pas encore perçu le risque majeur pour la santé publique, à mon sens, au même titre que le tabac et l'alcool. Et donc je pense que voilà, cette banalisation de la malbouffe, à mon avis, va nous coûter d'une manière ou d'une autre. Et il en va, à mon sens, d'une certaine manière aussi du contrat social, pour permettre de repenser finalement de manière globale la production de l'alimentation, son accessibilité. On parle beaucoup de donner de l'argent aux gens pour qu'ils s'achètent une alimentation de qualité. Moi, je pense qu'on devrait aussi s'interroger sur le juste prix de l'alimentation. J'aurais aussi des choses à dire sur la viande et la production de viande et sur l'identité, mais je le garde peut-être pour plus tard. Mais voilà, peut-être qu'on devrait aussi s'interroger, prendre le problème à la racine. Voilà. Et c'est déjà sur la question de la production de l'alimentation, du juste prix, des subventions. Bon bah voilà, vous avez tout dit. Juste, Merci. juste du coup, je rebondis très rapidement sur la question des cantines. Effectivement, donc depuis le Covid surtout, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas une vraie réflexion, notamment au niveau des collectivités territoriales, sur la question de la précarité alimentaire. Pour ça, il y a 2 leviers en fait qui sont souvent utilisés. Il y a les cantines, la restauration collective, comment on améliore l'offre de la restauration collective et notamment scolaire.
Par contre, ce qu'il faut savoir, moi je vous le dis, parce que je pensais que pour moi c'était évident qu'il y avait une tarification sociale dans toutes les cantines, etc. C'est pas du tout le cas en fait. En fait, c'est la tarification sociale dans les cantines, c'est pas du tout un acquis. Et d'ailleurs, il y a des mouvements interassociatifs dont fait partie le Secours catholique qui fait du plaidoyer auprès des politiques pour essayer d'imposer cette tarification sociale qui aujourd'hui n'est pas du tout majoritaire dans les cantines. Donc ça dépend des communes. Ça dépend des politiques, des choix politiques. Donc voilà, donc en fait, finalement, améliorer l'alimentation des cantines, ça fait partie des réflexions prioritaires au niveau des collectivités territoriales. Mais il y a effectivement, et d'ailleurs, je veux dire, ça serait bien aussi au niveau sanitaire, mais aussi en termes de débouchés commerciaux pour les producteurs locaux. Mais il y a ce problème, effectivement, ce que vous disiez, d'accès en fait des enfants précaires à ces cantines-là. Et aujourd'hui, c'est pas le cas pour tous. La deuxième chose que vous disiez, vous étiez sceptique sur la SSA, etc. C'est vrai. Je veux dire, d'ailleurs, c'est un débat. La question, on parle de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une solution parmi d'autres, en fait. Dans cette réflexion qui existe, moi, que j'ai pu explorer, c'est celle qui, moi, m'a le plus intéressé, parce que c'est vraiment une réflexion transversale qui, effectivement, comme on l'a dit et répété, va du producteur au consommateur, et donc c'est toute une réflexion sur l'ensemble de la chaîne alimentaire qui est intéressante. C'est un petit peu essayer de résoudre l'équation de comment arriver à une alimentation saine et durable, accessible, y compris aux ménages précaires, et qui soit rémunératrice, c'est-à-dire sans spolier les producteurs. Parce que finalement, la précarité, moi je l'ai beaucoup étudiée au niveau des consommateurs, mais elle est tout au long de la chaîne. Et surtout, c'est mon dernier chapitre, sur les producteurs. On est dans un système, aujourd'hui, un système alimentaire qui crée de la précarité et énormément du côté des producteurs. On a des producteurs qui vont à l'aide alimentaire. Donc, juste pour dire, moi, je comprends. Et il y a ce débat de se dire, bon, c'est bien sympa, tout votre débat là sur la sécurité sociale de l'alimentation, on s'assied autour d'une table, on discute, etc. On discute de façon démocratique, mais le problème c'est que il y a urgence écologique, il y a urgence sanitaire, il y a urgence sociale à agir, et on n'a pas le temps du débat, on ne l'a pas. Ça, je veux dire, c'est aussi des choses qui viennent dans les milieux militants et de personnes qui, au fond, trouvent ça bien la SSA, mais qui, pour ces questions d'urgence, de pragmatisme et d'efficacité, selon leur point de vue, tout ça se discute, sont assez sceptiques sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. Ce que je trouve intéressant dans la réponse des acteurs de la sécurité sociale de l'alimentation par rapport à ça, c'est qu'eux disent « oui, effectivement, on est d'accord. Effectivement, on pourrait agir autrement. On peut agir en modifiant notre système de protection sociale. On peut, effectivement, et ça rejoint la question de l'universalité que tu posais au début, c'est-à-dire qu'on peut créer une politique sociale, une mesure sociale, quelle que soit la forme financière qui aujourd'hui n'existe pas, à destination des plus précaires, et c'est ce que soutiennent notamment des associations qui agissent, qui accompagnent les précaires et qui disent l'universalité c'est bien, mais là il y a une population en particulier auprès de qui il faut agir, et surtout dans la période actuelle d'inflation. Ils disent, mais si on agit, que ce soit pour des raisons sociales, pour des raisons sanitaires ou écologiques, par des réglementations, par une fiscalité, comme on l'a abordé tout à l'heure, le problème c'est que l'alimentation, c'est pas un sujet anodin. L'alimentation, c'est un sujet qui est quand même à la fois global, c'est-à-dire qui nous concerne tous, qui touche à des enjeux effectivement globaux, macro, des enjeux écologiques, des enjeux économiques, des enjeux sanitaires, mais qui a aussi une dimension ultra intime. Je veux dire, si chacun d'entre nous commence à s'interroger pourquoi on mange comme on mange, et toutes les contradictions aussi qu'on peut avoir nous-mêmes par rapport à ce qu'on sait, ce qui devrait être bien pour la planète, pour notre santé, pour les agriculteurs, etc. Et la manière dont nous, on consomme en réalité, la consommation, et ça on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que nos habitudes alimentaires, elles sont forgées par énormément de choses. Elles sont forgées par notre habitus, en termes bourdieusiens, quoi. Tout ce qui est issu de nos traditions familiales, sociales, notre environnement social, notre éducation, et qui fait qu'on consomme aujourd'hui comme on consomme, toute notre image de l'alimentation, de la place qu'on fait de l'alimentation dans notre vie, dans la société.
Je veux dire, pourquoi les riches mangent mal? Tout simplement parce que soit ils s'en foutent, soit c'est parce que ils se disent que en fait, s'ils économisent là-dessus, ils mettront l'argent ailleurs. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis il y a ceux qui sont contraints. Voilà. Donc intervenir de manière un petit peu brutale au niveau politique en disant nous on va décider, c'est comme ça qu'il faut manger pour des questions de santé, pour des questions écologiques. Ça peut être vraiment très casse-gueule, pardon. Et du coup, il y a un peu cette idée-là d'acceptabilité sociale, en disant, en fait, si on veut changer notre système durablement, si on veut pas que tout change lorsqu'il y a un changement de majorité politique, si on veut pas être confronté à des mouvements type Gilets jaunes ou Bonnet rouge, etc., il faut prendre le temps de la démocratie. Il faut prendre le temps. Et puis aussi, c'est méconnaître la puissance des acteurs du système actuel. Le système agroalimentaire, aujourd'hui, c'est le plus grand employeur. C'est 460 000 emplois en France. Donc imaginez le poids politique de ces acteurs-là qui, eux, ont intérêt à ce que rien ne change. Donc c'est un peu tout ça qui revient quand j'ai pu échanger avec eux, de se dire, pour nous, le temps de la discussion, le temps du débat démocratique, l'idée d'universalité, d'essayer de faire il y a aussi cette idée qu'une politique pour les pauvres est souvent une pauvre politique. On le voit aujourd'hui avec le RSA. Voilà, faire une politique sociale, une mesure sociale, c'est sûr que c'est rapide, c'est efficace, mais c'est risqué. C'est-à-dire que pour des raisons budgétaires, de coupes budgétaires, pour des raisons idéologiques, lors d'un changement de couleur politique au gouvernement, ces mesures-là, elles peuvent être remises en cause. Ça peut être, on peut augmenter les critères, durcir les critères d'adhésion, réduire l'argent qui serait alloué dans le cadre de ces allocations sociales, etc. Donc il y a un peu cette idée de se dire, le temps du débat, il est nécessaire, il est long, mais il est nécessaire pour l'acceptabilité sociale et de faire quelque chose, un changement qui sera défendu dans le temps. Il y a cette idée, et il y a cette idée aussi pardon, du coup je me perds. Ouais, donc de durabilité, de démocratie et d'universalité pour que ce soit défendu aussi. Je ne suis pas contre la sécurité sociale de l'alimentation. Je suis loin d'être contre. Seulement, il faut savoir que ça existe déjà dans les campagnes où les petits agriculteurs vendent leurs produits à 3 prix. Oui. Pour ceux qui n'ont pas assez, pour ceux qui peuvent juste avec leurs moyens, et ceux qui payent un peu plus cher parce qu'ils ont plus de moyens. Donc ça existe déjà. C'est bien. Ça ne fait pas partie. Maintenant, la sécurité sociale, on cotise bien selon ses moyens pour satisfaire, et se sert selon nos besoins. Donc, ce n'est pas donner de l'argent pour l'alimentation. C'est pareil, on cotise selon nos moyens. Mais je voudrais tout le répondre. monde doit bouffer à sa faim. Justement, j'allais parler de ça parce que tout à l'heure, comme vous remettiez en cause, vous dites que non, mais oui, pardon. Attends, je retire. Quand bien même, vous auriez le droit. Hein. Juste. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que je peux juste vous répondre? J'ai compris. Je suis désolée, j'ai dit une fausse phrase. Je la retire. Donc, c'est juste que, justement, la sécurité sociale alimentaire, l'idée, c'est quand même un principe de solidarité et pas un principe d'assistance et d'aide. C'est-à-dire, on donne de l'argent, on donne quelque chose. Non, l'idée, c'est vraiment la question de la sécurité, d'un principe de sécurité sociale. C'est-à-dire que ça devrait s'autosuffire en dehors même de participation de l'État, de manière à ce que justement ça protège les gens du jour où l'État décide de prendre l'argent là et de le remettre ailleurs et les pauvres on s'en fout. Donc pardon, hein, je vais un peu vite, mais donc c'est vraiment cette idée-là, mais évidemment par contre. C'est quelque chose qui peut pas être... c'est un modèle économique compliqué à mettre en œuvre, qui est complètement alternatif à notre société. Quelqu'un a dit, et c'est peut-être vous d'ailleurs, à bas de libéralisme. Voilà, donc c'est pas dans le milieu dans lequel on est. Donc il faut fabriquer quelque chose d'alternatif. Ça mettra du temps. Et il y a aussi des urgences. Les urgences, on peut y répondre en même temps. L'un n'est pas contre l'autre. On peut fabriquer une sécurité sociale alimentaire d'un côté, ou avec un nouveau système, avec vraiment qui peut fonctionner correctement, et de l'autre, de dire, eh bien, ce qu'on doit mettre à court terme en place. Vous parliez de cantines gratuites. Déjà, nous à Paris, on avait quand même, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais on a mis des goûters gratuits à tous les enfants. C'est-à-dire de rien, mais enfin, les goûters gratuits partout, la plupart des enfants n'ont pas de goûter.
et tous les enfants qui n'ont pas d'argent n'ont pas de goûter. De traverser toute l'après-midi pour un enfant relativement jeune sans goûter, en fait, c'est déjà un problème. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont faisables, accessibles et imaginables. On a aussi le fait de se dire qu'on pourrait interdire les pesticides. Là, je passe au niveau national, hein, mais enfin, les pesticides, on pourrait tout à fait les interdire. Et la question, on est en train d'essayer de faire passer une loi sur les PFAS, qui sont un sujet majeur de problèmes de santé et de problèmes de pollution écologique, eh bien, ça aussi, c'est faisable et ce serait un atout évident sur la question de la santé. On a aussi la question des cahiers des charges qui sont tout à fait imaginables sur l'alimentation et qu'on peut améliorer. Je prends l'exemple encore de Paris, désolé, c'est parce que je connais mieux Paris que le reste, c'est pas parce que je mets Paris au centre de la France, c'est juste que j'ai quelques responsabilités. Mais en tout cas, on a décidé de faire un plan qui en 2027 nous permettra d'avoir 75% de bio dans toute notre collectivité et 100% fait à moins de 200 km, c'est-à-dire avec vraiment une production locale. Je dis ça parce qu'on peut le faire. C'est-à-dire, ça n'est pas... Et ça, c'est des choses qu'on peut faire sur des termes courts. Et c'est possible à faire, donc je le dis, on peut travailler le fonds avec une sécurité sociale alimentaire basée sur un système de solidarité et non pas un système de charité, pardon de dire ça comme ça, mais c'est essentiel, et d'une manière autonome de l'État, ça me paraît une idée intéressante. Et ouais, moi je voulais juste peut-être compléter un dernier point, mais rapidement. C'est juste quand tu parlais, tu sais, de toute l'intimité liée à l'alimentation, il y a aussi toutes les croyances qu'on a sur l'alimentation. Et c'est important de se dire que ces croyances, elles sont aussi médiées par les messages de santé publique qui sont faits, et aussi et surtout par les messages, bien sûr, on va dire de l'agroalimentaire, qui d'ailleurs peuvent influer les messages de santé publique, malheureusement. Et donc, c'est intéressant de voir que les recommandations, elles évoluent. Elles ont encore évolué il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, les recommandations alimentaires ne sont pas forcément les mêmes dans tous les pays. On n'a pas la même recommandation de consommation de viande hebdomadaire entre tous les pays d'Europe. C'est pareil pour les produits laitiers. Il y avait eu quand même du forcing sur on va dire le lobby des produits laitiers qui avait incité à ce qu'on recommande 3 voire 4 produits laitiers par jour. Maintenant on est plutôt à 2. C'est pareil pour la viande. Donc il y a aussi ça qui va jouer sur la consommation alimentaire. Et donc ça, je pense que c'est aussi à garder en tête. Et moi, quand même, quelque chose qui m'interpelle. Déjà, madame, quand bien même ce n'est pas le cas, mais quand bien même vous vous interrogeriez sur la pertinence de cet outil qui est proposé, je considère qu'on a toujours le droit de se poser des questions et on a toujours le temps du débat. Ça, c'est fondamental. On a vu pendant le Covid qu'on avait le droit de discuter de rien et on a vu les conséquences. Donc je pense qu'on a toujours le temps du débat, notamment dans des sujets de sciences, de santé publique et de médecine, où la controverse est toujours au cœur de la pratique. Je prends un exemple sur le glyphosate. Il y avait des études, il y a tout un panel d'études qui s'interrogent sur la cancérogénicité. L'OMS, via son Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, a considéré que le glyphosate était potentiellement cancérogène, là où l'agence européenne REACH, qui est sur l'EFSA, merci, donc sur les produits chimiques, considère quant à elle que le glyphosate n'est pas cancérogène. Donc je pense que c'est toujours important aussi de se rappeler, et encore une fois on l'a vu pendant le Covid avec toutes les conséquences malheureusement tragiques en termes de santé publique suite aux mesures complètement extravagantes qui ont pu être mises en place, que voilà, la discussion, le débat contradictoire, la controverse sont au cœur, à mon sens, d'une démocratie en bonne santé. Donc ça, je pense qu'il n'y a jamais à s'excuser de s'interroger, de se poser des questions, ou de chercher le débat contradictoire et la critique constructive. Et en ce qui concerne juste notre débat du jour, donc sur l'alimentation, moi, ce qui m'interpelle quand même, et peut-être que c'est pour ça que je suis en tout cas personnellement un peu sceptique, même si je pense que toutes les solutions sont bonnes à prendre et à développer, c'est que je trouve de plus en plus que l'alimentation, quand on fait des recommandations tout repose toujours sur le consommateur, mais ce qui est classique en médecine ou en santé publique, où on veut hyper responsabiliser les individus, leur demander de faire des choix éclairés dans un environnement qui en fait va faire tout pour que ces choix soient les plus compliqués à faire. Parce que alors, aller chez le paysan, le producteur bio, local, qui va nous faire les prix directs du producteur, franchement, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, aller au Carrefour Market ou à l'hypermarché du coin, alors là, il y en a partout. Donc je pense qu'il y a aussi une forme d'hypocrisie qui, moi, me dérange. Et donc, à tout faire reposer sur le consommateur, là où, au final, on est sur des questions qui sont d'ordre systémique. Et finalement, la responsabilité du politique, je parle en général, Anne, évidemment, c'est pas toi que je pointe, mais est-ce que la responsabilité du politique, c'est pas d'offrir
à ses citoyens une société favorable à la santé et au bien-être, et non pas enchaîner les injonctions ou les petits messages de santé publique, manger 5 fruits et légumes, voilà, alors qu'en fait on va avoir 95% de l'espace public qui va être occupé par du marketing alcoolier, par du marketing pour la malbouffe. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut s'interroger sur ce qu'on demande aux individus, la possibilité, la crédibilité de la faisabilité en fait de ce qu'on demande aux individus et l'environnement qu'on met en place. Et pour moi, le vrai sujet en fait, il est là. Il est sur des réflexions d'ordre systémique et global et pas encore et toujours sur l'individu qui va être hyper responsabilisé, hyper culpabilisé, alors qu'il est dans un environnement par définition pathogène. Mais... Merci beaucoup Alice. Et les amis, je voudrais pas plomber l'ambiance, mais je tiens juste très rapidement à donner un témoignage là en tant qu'élu régional d'opposition, parce que là on débat des modalités d'une éventuelle sécurité sociale alimentaire, mais je voudrais juste rappeler que la loi Egalim, vous le disiez monsieur, il y a des lois qui obligent déjà à offrir une alimentation saine. La loi Egalim oblige à avoir au moins un repas bio dans les cantines par semaine, et notamment dans les lycées. Et notre président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'est vanté de ne pas appliquer la loi et donc de lui désobéir en disant de mémoire, je cite, une loi d'extrémistes bobos urbains déconnectés du terrain. Et là, on parle d'un repas bio par semaine dans les lycées de la région. Donc vous voyez, on est encore à des années-lumière chez beaucoup de responsables politiques d'une éventuelle sécurité sociale alimentaire. Donc voilà, gardons l'esprit clair, il y a encore du boulot. Il y avait encore des questions, je crois, madame et madame derrière. Ça vous dérange pas de vous déplacer ? Trois questions et puis on va aller tranquillement vers la fin, parce qu'il fait chaud. Voilà. Merci globalement et en même temps, je vous avoue que c'est extrêmement difficile pour moi, après tout ce qu'on a entendu, de voir dans quoi est-ce qu'on focalise une petite parcelle de temps. Parce que finalement, il me semble que les questions de temps, des adjonctions contradictoires, même à l'intérieur de nous-mêmes, et de la posture qu'on prend en tant que citoyen, mais déjà en tant qu'être humain, et même au-delà d'être vivant, on va rarement jusqu'à ce niveau de profondeur. Et comprenez-moi, je ne veux pas dire que ce soit à ce niveau-là qu'on est la seule solution d'y aller, mais qu'il me semble qu'au-delà des petits pas, des actions, du concret, qu'on puisse aujourd'hui envisager, et qui ne seront pas... qu'on n'est pas tous au même niveau de concernement et donc qu'on ne verra pas au niveau des pertinences, parce qu'il y a là la question de la controverse, du débat, du dialogue avant le débat. Ça ne va jamais être uniforme. Mais quoi qu'il en soit, sincèrement, ça fait de nombreuses années que je me sens concernée par ce sujet-là. Je suis passée par mon propre santé d'abord. Aujourd'hui, j'ai de grosses bagarres personnelles au niveau familial avec la justice, carrément, vis-à-vis de la santé de mon fils. Malgré que son père soit un frontalier très bien portant au niveau financier, c'est mon fils qui a des problèmes d'obésité, par exemple. Je lui dis juste ce petit détail. Donc, j'ai jamais mieux mangé que quand je n'avais pas un sou. Je viens de passer, et en même temps, je sais que finalement, avec le temps, il y a beaucoup de choses que j'ai un peu déconstruites, que je viens de passer 2 jours et demi dans des cousinades, dans lesquelles j'ai fait un sacré travail intérieur de débat et d'adjections contradictoires entre le fait de reconnaître la générosité des amis qui m'invitaient à leur cousinade et mes principes alimentaires, donc j'ai fait mon mi-chemin là, un peu comme je peux. Comme souvent, dans des événements où je participe en tant que bénévole cuisine, je vais en bénévole cuisine parce que je sais ce que je mange. Parce que c'est rarement que ce soit parfait partout. Mais dans tout cet univers-là, moi, il y a des choses qui commencent à me toucher, peut-être parce que je me questionne depuis si longtemps que je commence à aller à une certaine profondeur. Je ne sais pas, c'est comme ça que je l'interprète. Et je me sens assez heurtée quand on continue à employer le langage que je vois aujourd'hui comme, de plus en plus comme la représentation de comment on voit le monde. Peut-être le fait d'être polyglotte. Je suis loin d'être francophone parfait, mais j'arrive à réfléchir en 3 langues. Donc,
ça me donne la possibilité d'interpréter le monde de façon différente. Et aujourd'hui, le fait qu'on continue à utiliser les mots nature et solidarité, sincèrement, ça me heurte. Pourquoi ? Parce que je pense que finalement, on vient interroger les choses à une profondeur un peu trop superficielle à mon sens. Peut-être à nouveau, parce que ça fait trop longtemps, très longtemps que j'en suis là-dedans. Et Julie Trottier nous parlait tout à l'heure de la question des imaginaires sociotechniques. On ne sait pas, je pense qu'au niveau du temps, où est-ce qu'il est, ce temps ? Dans la réalité aujourd'hui, c'est que les citoyens, ils ont eu ce temps pour aller dans ce dialogue, dans ce questionnement, dans cette profondeur, et que finalement, il y a plein de concepts, la sécurité sociale de l'alimentation, comme la sécurité sociale en soi, elle serait en soi en commun. On commence à utiliser ces mots-là qui n'existent pas dans notre vocabulaire. Pourtant, il y a des chercheurs qui disent que les communs au niveau de la Terre, ça existe depuis des millénaires. Mais maintenant, on invente le mot et on essaye de voir lesquels répondent à ça, quoi, tu vois. Et j'ai adoré une expression, une citation d'un gentil ami aujourd'hui, qui est un philosophe des sciences, qui disait « En commun, c'est résister au droit à la négligence. » Or, aujourd'hui, comment dans notre système, parce que finalement, un système, c'est la composition de plein d'individus différents, mais qui retrouve un intérêt d'être ensemble, comment on lutte, en quoi est-ce qu'on lutte à notre jour, sans responsabilité, sans jeter toute la responsabilité au niveau de l'individu, comment on lutte contre ce droit à la négligence qu'on s'est octroyé. Merci. Il y avait encore 2 questions et on va tranquillement conclure ensuite. Vas-y. Merci beaucoup pour votre intervention qui était super intéressante. Je pense que je vais sortir un petit peu du débat, mais ça a vraiment beaucoup de lien avec le débat. Moi, je suis vétérinaire et je travaille avec des éleveurs depuis 15 ans. Et je travaille de façon naturelle et en approche globale de santé. Et je suis très en lien avec la Confédération paysanne, qui a aussi beaucoup travaillé sur la sécurité alimentaire, sociale alimentaire, en fait. Et en fait, je voudrais juste pointer du doigt qu'aujourd'hui, les politiques globales au niveau de l'État et au niveau agricole vont complètement dans le sens inverse, en fait, de pouvoir avoir accès à une alimentation de qualité, pour la simple et bonne raison que les politiques poussent les gens les paysans à devenir des agriculteurs, à s'agrandir, à faire vraiment de l'intensif, du hors-sol qui nécessite des pesticides, et à tuer les petits paysans, en fait, qui font du plein air, qui essayent de faire du biologique, en leur mettant des tas de bâtons dans les roues, des consignes sanitaires pour leur empêcher, par exemple, de laisser les animaux dehors, ou leur poser des contraintes sanitaires, etc. Donc, je connais peu les légumes, mais c'est quand même la même chose. C'est quand même la même chose. On pousse vraiment à ça. Et ça, pour moi, c'est un vrai frein. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que d'ici 2030, on va perdre encore 50% des agriculteurs en France. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir alimenter sainement tout le pays dans ce contexte. Tout à fait. Il y avait une dernière question de madame. Et après, on conclura. Ah, vous battez pas. En toute bienveillance, tout va bien. Oui, tout à fait. Non, je trouve ça hyper intéressant et je me sens complètement concernée par toutes ces questions, surtout par rapport aux pauvres et aux plus pauvres. Et moi, il y a un truc qui m'interroge quand même, hein, c'est la part de l'alimentation dans le budget des ménages par rapport à celle du logement. Et là, si on veut être vraiment efficace, enfin, si on veut s'occuper du capitalisme, que je souhaite aussi voir disparaître, et cette question du logement, si on payait moins de logements, on pourrait se nourrir peut-être un peu mieux. Bien sûr, c'est juste effectivement, ça fait partie des réflexions que j'aborde dans le livre. Notamment, enfin voilà, je me suis interrogé, c'est comment on se retrouve avec 7 millions de personnes qui en 2020 recourent à l'aide alimentaire. Et donc voilà, j'ai fait toute une recherche sur comment on en arrive là, depuis quand, etc. Et parmi les causes, il y a notamment une paupérisation d'une grande partie de la population, et en fait qui sont liées au coût de la vie. En fait, effectivement, il y a toute la question du reste à vivre, et l'alimentation étant une variable d'ajustement, la précarité alimentaire, dans beaucoup de cas, elle est liée à l'augmentation des autres coûts
Et le coût du logement prend une place énorme là-dedans, et notamment pour les ménages précaires. Donc c'est vrai que parmi les solutions, parmi les multiples solutions qu'il y a une politique sociale d'encadrement des loyers, par exemple, pourrait être, et indirectement, une politique de lutte contre la précarité alimentaire. Enfin voilà, il y a plein de leviers. La précarité alimentaire, voilà, elle est l'objet de plein de choses, comme on l'a bien dit. Elle est aussi la conséquence d'autres choses. 30 secondes. Ouais, moi alors ce sera juste en quelques mots. Là, je vois que Benjamin nous met la pression pour qu'on s'arrête. Donc moi, c'est juste en quelques mots, Madame, merci d'avoir parlé des élevages, parce qu'il y a aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais c'est celui de la santé au travail. Et on oublie les travailleurs. Là, on parle un peu des paysans, des agriculteurs et donc des producteurs de viande et tout ça, mais on a parlé de la population générale, mais on a oublié effectivement qu'il y a aussi un impact sur la santé des travailleurs. Alors l'exposition aux pesticides, il y a certaines, je crois que c'est la maladie de Parkinson et le myélome multiple de mémoire, ou le lymphome non-Hodgkinien, enfin bon, une hémopathie maligne qui sont reconnues comme des maladies professionnelles quand les agriculteurs peuvent justifier d'une exposition à certains pesticides. Donc on est quand même sur le travail et cancer de la prostate. Donc on est quand même sur des professions, bon, il n'y a pas que les professions agricoles, bien sûr, mais qui rendent malades. Donc là, ça questionne aussi, on parle de solidarité, mais sur la solidarité vis-à-vis des producteurs qui nous nourrissent. Donc on voit bien que voilà, ils se font du mal à eux. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est même reconnu par la sécurité sociale, puisque c'est aussi le sujet du jour. Donc je pense qu'il y a, et donc pareil aussi sur les producteurs de viande, notamment d'élevage intensif, il y a tout un sujet aussi de santé mentale, parce qu'il faut voir aussi, on n'a pas parlé du bien-être animal et tout, mais c'est une question de bien-être humain. Et c'est Gandhi qui disait qu'on évalue le niveau de développement d'une société à la manière dont elle traite notamment ses animaux. Donc on peut aussi s'interroger sur finalement notre anthropologie contemporaine. Et juste pour conclure, Benjamin, pour tenir ma parole, vous parliez aussi de l'industrialisation, et c'est vrai que je trouve aussi qu'on va de plus en plus vers de plus en plus de gigantisme, vers de plus en plus d'industrialisation. Tout est toujours de plus en plus grand, tout est toujours plus méga, hyper, et ça va avec aussi une industrialisation de la médecine en regard pour répondre d'une certaine manière à toutes ces pathologies qu'on crée. Donc l'industrialisation de notre système alimentaire, de notre société en général, se traduit par une industrialisation et une hypertechnicisation de la médecine qui, à mon sens, devrait nous interroger. J'en parle pas mal du coup dans mon livre. Pour le coup, je me suis pas mal inspirée d'un philosophe qui s'appelle Ivan Illich, que vous connaissez peut-être, et qui s'interroge beaucoup sur ça. Et je pense que voilà, cette pathogénisation de la société, elle entraîne aussi une médecine qui devient même elle-même de plus en plus pathogène et contre-productive. Et donc voilà, je pense qu'on doit aussi s'interroger sur cette hyper-industrialisation de la production alimentaire et de ce que ça génère derrière comme pseudo-solutions qui sont mises en place pour répondre finalement à ces tourments qu'on crée de nous-mêmes, quoi. Oui, non mais bien sûr, sinon ça se ferait pas. Ouais. Ah bon? Vous m'entendez? Formidable. Donc, juste pour terminer, parce que je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que une des choses les plus importantes, moi, au niveau parlementaire sur lequel je travaille, c'est la question de l'information et de la transparence sur les aliments. Parce que ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'on mange. En réalité, et il n'y a pas d'obligation de transparence sur beaucoup de sujets. Et je crois que la base pour changer notre alimentation, pour pouvoir être un citoyen, pour pouvoir se défendre, pour que les producteurs puissent aussi vendre mieux leurs produits en connaissance de cause contre d'autres industriels qui en fait nous mettent en mauvaise santé, eh bien c'est cette transparence de l'information. Donc c'est aussi un sujet important. Et la citoyenneté dans cette question-là, qu'elle soit au travail, qu'elle soit au travail pour les producteurs comme les agriculteurs, que ce soit au travail aussi pour les gens. Vous savez, on parlait des PFAS il n'y a pas longtemps sur l'histoire de Téflon. Vous avez peut-être suivi la question des problèmes, qui est un vrai sujet, parce que tout le monde en a dans son assiette du Téflon. Il y a ceux qu'on a dans son assiette à cause des poils, mais il y a aussi les travailleurs
qui fabriquent les poêles et le fait que quand on fabrique du téflon, eh bien, on le met dans l'eau. Donc en fait, à tous les niveaux, on s'intoxique et on ne le sait pas. Si déjà on le savait, je pense qu'on pourrait arriver à faire les lois ad hoc. Donc nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous, en tout cas, tant que faire se peut. Merci. Excusez-moi juste que je rappelle qu'on peut continuer le débat lors des dédicaces de Benjamin. Bien sûr, on reste là. Je vais juste vous dire un petit mot juste de conclusion très rapide. Juste sur la précarité alimentaire, je voulais juste souligner quand même 2 choses. Aujourd'hui, il n'existe pas de politique sociale de lutte contre la précarité alimentaire. La seule solution que proposent les politiques, outre la restauration scolaire, mais qui concerne les enfants, c'est l'aide alimentaire. Donc le fait de recourir aux dons, aux rebuts de la société, aux invendus des supermarchés pour se nourrir, et l'éducation. Le problème, c'est que l'aide alimentaire aujourd'hui donc empêche toute réflexion politique. Les politiques se reposent sur cette aide alimentaire parce qu'elle leur permet de ne pas réfléchir politiquement à un sujet qui est complexe, et par ailleurs parce que l'aide alimentaire est utilisée aujourd'hui dans un processus de lutte contre le gaspillage. C'est devenu un outil de politique écologique et qui est une aubaine pour les politiques pour faire de l'écologie à peu de frais. On a fait de la lutte contre le gaspillage et on s'est dit les pauvres mangeront les invendus des supermarchés et comme ça personne ne viendra nous embêter avec ça. Voilà. Et le deuxième truc que je voulais vous dire pour finir, c'est qu'il y a cette aide alimentaire donc, qui est absolument pas, et ça je le développe bien dans mon livre, qui est absolument pas une solution, en tout cas à l'échelle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire concernant des millions de personnes en France. Et l'autre chose qu'on propose, c'est l'éducation. L'éducation en soi, c'est pas mauvais. Même l'éducation à l'école, notamment par la cantine, etc., l'éducation des enfants, c'est pas une mauvaise idée. Effectivement, il y a sans doute des ménages en précarité qui ont besoin d'être sensibilisés, à qui éventuellement ont besoin d'apprendre à cuisiner des produits frais. Mais l'éducation, elle concerne tout le monde. Ça devient une mauvaise idée aujourd'hui à partir du moment où elle est réservée aux ménages précaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les outils d'éducation, les ateliers d'éducation à l'alimentation, à comment je gère bien mon budget, à comment je cuisine, etc., est réservé aux ménages précaires dans le cadre qui viennent demander de l'aide sociale. Et du coup, on dit, puisque vous êtes là, on va vous en apprendre à cuisiner et à bien gérer votre budget. Le problème, c'est que du coup, c'est quelque chose qui devient stigmatisant. Il y a une énorme confusion entre malbouffe et précarité alimentaire. Les précaires, par définition, ne sont pas forcément dans la malbouffe. Et la malbouffe concerne l'ensemble de la société. La deuxième chose, c'est que là où ça devient problématique aussi, l'éducation, au-delà d'être stigmatisant parce que c'est réservé aux précaires alors que ça concerne tout le monde, c'est que énormément de ménages précaires ne sont absolument pas concernés sur ces nécessités d'éduquer. Et parce que beaucoup de ménages précaires savent parfaitement cuisiner, savent parfaitement ce qui est bon pour eux. Et du coup, se limiter politiquement à l'aide alimentaire et à l'éducation pour les plus précaires, c'est vécu de manière extrêmement violente par les ménages eux-mêmes. Donc il y a cette espèce de violence sociale qui est vraiment prégnante dans notre manière de gérer la lutte contre la précarité alimentaire. Et puis il y a une question de citoyenneté pour revenir, c'est-à-dire comment on se situe comme citoyen, comment on se conçoit en tant que citoyen lorsqu'on ne peut même pas satisfaire de manière autonome un besoin aussi primaire que celui de se nourrir et de nourrir de ses enfants, lorsque pour se nourrir et nourrir ses enfants, on dépend des dons des autres, qu'on dépend d'un don de 15 millions d'euros de Bernard Arnault, je crois, pour pouvoir juste bouffer en fait. Donc voilà, moi je trouve que cette absence totale de politique au niveau national, en tout cas, est délétère. Voilà.